ravie de vous accueillir pour ce premier temps de formation autour de psychologue d'éducation nationale, conseiller du chef d'établissement. C'est la deuxième session, parce que l'année dernière, un certain nombre de vos collègues ont été formés aussi sur cette thématique-là. Nous l'avons un petit peu fait évoluer, tant par la forme que par nos intervenants. Donc, vous n'aurez pas exactement la même chose que vos collègues. À chaque année, nous essayons d'améliorer en fonction aussi des remarques que peuvent faire les précédents participants. Et donc voilà, donc aujourd'hui, premier temps de formation, donc sous cette forme en distanciel, et puis les deux autres temps seront en présentiel. Je suis aussi ravie d'accueillir et je remercie donc les intervenants avec qui vous allez partager cette matinée, donc qui vont prendre un petit peu de temps pour se présenter dans un second temps. Je vous donne juste leur nom, donc Muriel Colmine et Karine Perrat-Chattard. J'en profite aussi pour remercier les collègues du SAIO qui ont participé, qui ont œuvré pour que ce temps de formation puisse se dérouler dans de bonnes conditions, tant sur les points d'organisation technique, pratique, logistique. Et donc, il s'agit de Emmanuel Attal et de Florian Maréchal, deux collègues du SAIO qui sont auprès de nous et qui ont travaillé pour que toutes ces choses-là puissent se faire dans les meilleures conditions pour vous. Je réalise que je ne me suis pas présentée pour ceux qui ne me connaissaient pas. Donc, Elisabeth Boyer, SAIO de l'Académie de Créteil depuis quelques mois, mais UNI auparavant en Seine-et-Marne. Donc, je pense que beaucoup d'entre vous, en tout cas, vont me connaître. Donc aujourd'hui sur cette thématique, je vais laisser donc les deux intervenantes se présenter qui, de près ou de loin, je dirais, ont touché dans leur fonction actuelle ou dans leur fonction antérieure à cette question du psychologue de l'éducation nationale, conseiller du chef d'établissement. Et ils vont aussi vous exposer pour quelles raisons ils ont pu travailler cette question-là dans différentes fonctions, dans différentes missions, dans différents contextes. L'objectif, je dirais, de cette matinée, c'est à la fois de poser des éléments de contexte, mais vous avez déjà dû recevoir un certain nombre de choses, mais rappeler les objectifs de ce stage qui sont à la fois de vous apporter des éléments un petit peu théoriques, un petit peu des éléments pour nourrir votre réflexion, et puis aussi vous offrir, donc ça va être plutôt ce premier temps aujourd'hui, et puis dans les deux prochains temps, de vous offrir un temps aussi d'échange, de prise de distance, de réflexion qui pourrait être nourrie par ce temps de présentation que vous allez avoir ce matin. C'est pour ça que nous allons alterner à la fois ces temps en distanciel assez descendants, même si les intervenantes ont le souhait de pouvoir quand même interagir un petit peu entre elles et de vous permettre d'interagir, notamment vous allez voir par le chat. Mais les deux prochains temps seront en présentiel pour permettre ce temps de travail en commun sous forme d'ateliers en plus petits groupes. Donc, voilà un petit peu comment les choses ont été pensées. Donc, cette prise de distance, cette façon de se regarder un petit peu fonctionner dans cette fonction de psychologue de l'éducation nationale, conseiller du chef d'établissement, et de pouvoir prendre ce temps de réflexion sur sa pratique et nourri par les apports de nos deux collègues ici présentes, qui, par leur position dans le système, pourront aussi apporter leur éclairage. Alors, je vais laisser se présenter les collègues. Peut-être Muriel Colmine. Merci beaucoup, Elisabeth. Muriel Colmine, écoutez, je suis ravie de retrouver le corps des personnels liés à l'information et à l'orientation. Certains, j'ai reconnu des noms, j'ai même vu quelques sourires que je connais fort bien, puisque ce sont des métiers que je connais. J'ai été moi-même conseillère d'orientation psychologue, inspectrice de l'information et de l'orientation, SAIO pendant 6 ans. Donc voilà, j'ai une vie, une histoire commune avec tous ceux et celles qui sont avec nous ce matin. Et puis depuis maintenant quelques années, je suis encore dans l'Académie de Créteil en tant qu'IAIPR-EVS, et ça me permettra peut-être de faire un zoom un peu plus ciblé sur le PLE, l'établissement, et ce qu'il vient apporter à vos missions. Bonjour, donc Karine Perrat-Chattard. Je suis psychologue chargée d'enseignement et de recherche au CNAM et à l'INETA. Et donc, je suis très heureuse d'être avec vous. Je suis toujours praticienne, je suis responsable d'information des PsyEN. Je suis toujours en lien avec les terrains. Écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on essaie de rentrer quand même dans le vif du sujet, peut-être en situant l'établissement dans son contexte stratégique, ce qui nous permettra d'aborder les missions du chef d'établissement, de voir un peu comment il va piloter son action, et pour ce faire, on va se centrer sur 2 des leviers qui pourraient être exploités, à savoir les instances et les conseils, et puis nous arrivons sur les missions des psychologues de l'éducation nationale en tant que conseiller du chef d'établissement, mais j'inscrirai peut-être cette mission de conseil
dans l'actualité du système éducatif et peut-être un peu au regard des enjeux de demain, même si on en a encore qu'une vision assez étroite finalement. Et puis Madame Chattard continuera un peu en centrant son action sur le conseil. Voilà. Donc, alors je sais qu'on peut se dire que l'établissement, on sait ce que c'est et qu'il n'y a peut-être pas besoin de zoom précis sur la question. Il n'empêche que j'ai quand même souhaité déjà partir à partir de l'acronyme EPLE pour établissement public local d'enseignement. Alors, je l'ai dit, un acronyme qui, à mon sens, supporte déjà un peu la complexité de ce qui va se dérouler au sein de cet établissement avec un statut fort particulier, puisque chargé d'une mission de service public. Et ce terme de public indique que forcément c'est un établissement qui fait société, qui est ancré dans la société, avec une mission particulière d'enseignement. Et donc on voit bien que tous les différents vocables qui composent cet acronyme sont importants. Et puis local, parce qu'implanté dans un territoire d'intervention, avec forcément une singularité qu'il va aussi falloir prendre en compte. La vocation d'enseignement va faire que c'est un espace de transmission de connaissances, transmission de savoir, construction aussi de compétences. Alors, pour vous, on va parler de compétences transversales, de compétences psychosociales. Un espace aussi dans lequel, puisqu'il fait société, on va attendre le partage des valeurs de la République. Et quand on dit que c'est un espace qui fait société, ça signifie que c'est un espace dans lequel le chef d'établissement est forcément marqué, il est forcément impliqué dans les grandes orientations nationales. Et vous le savez, en particulier, ce qui va nous marquer, c'est cette volonté d'ambition, d'égalité des chances, de cohésion sociale. Et ce sont bien des termes. Donc, je le disais, un espace de partage des valeurs de la République, notamment la compréhension et le respect du principe de laïcité. Un espace préparant à l'orientation, là on est totalement centré sur vos missions, à l'insertion professionnelle de tous les jeunes. Et là, on commence déjà à rentrer dans le vif du sujet. Le chef d'établissement, il a un certain nombre d'obligations, notamment celle d'accompagner tous les jeunes qui lui sont confiés. On ne les choisit pas, on n'en élimine pas, on a bien un service public et c'est bien l'intérêt général qui est prôné. C'est pour ça que j'ai commencé mon propos en indiquant comment l'établissement fait société, comment il est ancré dans les ambitions nationales. Cet établissement contribue pleinement à l'égalité des chances, à la lutte contre les inégalités sociales. Et si on est un peu attentif, on se rend compte que ce sont bien là des compétences qu'on retrouve dans le référentiel de tous les personnels de l'éducation nationale et en particulier des psychologues de l'éducation nationale. Et donc, on l'a vu, l'établissement, ce n'est pas une entité anodine, c'est une entité qui est marquée réglementairement et forcément, à la tête de cet établissement, on va trouver une personnalité en capacité de la porter, c'est le chef d'établissement. Alors, le chef d'établissement, au sein de son établissement, il est le représentant direct de l'État. C'est une responsabilité lourde, une responsabilité large, mais une responsabilité qui fait que pour tous les acteurs du système, que ce soit le système éducatif ou d'autres systèmes, puisque parfois on a vocation à travailler avec un certain nombre de partenaires, ben, tous ces partenaires, leur interlocuteur direct, ce sera le chef d'établissement. Donc, le chef d'établissement, on voit que ces responsabilités, elles aussi, elles sont réglementairement inscrites. Il est censé conduire la politique pédagogique éducative et toujours au service de l'intérêt général, avec pour cible la réussite de tous les élèves. Forcément, il ne peut pas mener cette mission seul. Il est donc entouré d'un certain nombre de partenaires, de collègues autour de lui. Et surtout, on peut les repérer en fonction de leurs compétences spécifiques. Ils ont tous, théoriquement, un certain nombre ils ont une formation particulière, ils ont chacun, ils portent un certain nombre de compétences, et c'est le collectif, la mise en synergie de toutes ces compétences, de toutes ces intelligences qui va donner du sens, justement, à l'action portée par le chef d'établissement. Il lui appartient, du coup, de valoriser ce collectif, de fédérer l'ensemble autour de lui, en amenant tout ce collectif à travailler autour de cibles partagées. Et c'est là qu'on va trouver dans quelques secondes le projet d'établissement. Le chef d'établissement est aussi responsable des ressources humaines, celles qui sont placées sous sa responsabilité.
Et c'est ainsi qu'on peut le trouver accompagnant, soutenant, assurant la promotion, mais aussi parfois posant aussi des sanctions quant au personnel qui lui sont confiés. Bon, voilà que ce sont vraiment des missions qui sont relativement lourdes et qui engagent totalement la responsabilité du chef d'établissement. Je dis engage, mais je pourrais presque dire qu'il oblige le chef d'établissement. Alors, on peut considérer que le chef d'établissement, il est dans un espace qu'il mène et qu'il conduit un peu librement. Il n'en est absolument rien. Rappelez-vous, je viens de dire qu'il était obligé, qu'il était engagé, et cette responsabilité de porter les ambitions nationales font qu'il n'est pas dans la toute-puissance et qu'il ne peut absolument pas conduire son action sans prendre en compte les exigences qui lui sont apportées. Et ces exigences, elles sont apportées justement par les contraintes nationales, par les obligations qui lui sont assignées. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que il y a un contrôle qui va s'opérer. Alors on ne l'appelle pas comme ça et on ne le vit pas comme ça, mais c'est bien dans cette interface entre le collectif qu'il a autour de lui et sa volonté à lui que les choses vont petit à petit se construire. Le chef d'établissement porte ses missions, je l'ai dit, il ne les porte pas seul. On le voit, on a quelques chefs d'établissement, heureusement il n'y en a pas trop, mais quelques chefs d'établissement qui sont plutôt dans une posture un peu isolée. En général, ça ne fait pas forcément sens et ça finit rapidement par être un peu une mise en échec de la politique du chef d'établissement. Donc, actuellement, avec des évolutions sociétales de plus en plus prégnantes, avec aussi des exigences qui sont portées à la fois par les élèves et par les familles, on voit bien que le collectif autour du chef d'établissement l'aide à donner du sens aussi à la mission qui est la sienne et l'aide peut-être à trouver davantage de pistes pour traiter des problématiques, pour répondre aux enjeux qui se posent, pour répondre aux problématiques de l'établissement. Et donc, ce collectif qui est mis au service du chef d'établissement, on va dire que c'est vraiment la richesse qui compose tout ce contexte et toute cette communauté professionnelle autour de lui. Quand on dit que la responsabilité du chef d'établissement est totalement engagée, on peut aussi considérer que ce collectif autour de lui l'aide à voir, à comprendre, à donner du sens à l'action conduite sur le terrain, tout simplement parce que le chef d'établissement, il ne peut pas tout voir, il ne peut pas tout entendre, il ne peut pas tout comprendre. Et dans ce collectif autour du chef d'établissement, forcément, on retrouve le psychologue de l'éducation nationale. Pour porter sa politique, le chef d'établissement s'appuie largement sur le projet d'établissement. Alors, pour le moment, je ne vois pas le chat. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions. J'avance un peu, voilà. Et puis, on verra un petit peu tout cela. Donc, on voit bien que le chef d'établissement, pour porter un petit peu sa politique pédagogique et éducative, il a besoin de proposer une vision. Il a besoin de proposer un cadre qui va un peu organiser l'action qui est proposée. Qui va organiser l'action qui est menée, qui est conduite au sein de l'établissement. On se rappelle que ce n'est pas une action qui est isolée, c'est une action qui s'inscrit bien dans le cadre de ce qui est attendu au niveau national, mais une action qui va être aussi, on va dire, un peu prédéfinie par le contexte. Appelez-vous établissement local. Tout cela se passe dans un contexte, dans une implantation, dans un territoire, dans lequel on va avoir des problématiques un peu particulières, des caractéristiques du public accueilli, on est en zone rurale, on est en éducation prioritaire, voilà. Tout cela va aussi marquer le sens que le chef d'établissement va donner à son action. Donc, le pilote, le chef d'établissement, propose une vision. Là encore, il ne peut pas la proposer n'importe comment. Ce projet est lui aussi totalement ancré, défini dans un cadre réglementaire. Il est pluriannuel. En général, il se propose d'envisager des cibles à 3-4 ans. C'est à peu près ce qu'on trouve dans l'académie. C'est assez cohérent puisque le projet académique, lui aussi, propose des axes qui sont sur une pluriannualité de 3-4 ans. Donc, tout cela est un peu en cohérence. La présentation, là, je l'ai écrit et je le lirai tel que c'est écrit parce que c'est tout simplement le rappel de ce qui est défini par le cadre réglementaire. Ce projet d'établissement est présenté sous forme d'objectifs et de programmes d'action. Il se présente aussi dans le cadre et dans le respect des programmes nationaux, des orientations nationales, je l'ai déjà dit, mais qui sont ensuite déclinés académiquement et qui pourraient parfois même être déclinés au niveau départemental.
Par exemple, dans notre académie, qui est quand même une grosse académie avec 3 gros territoires, 3 départements, pas forcément identiques les uns aux autres, avec vraiment, par exemple, sur le 93, une forte prise en compte de la grande pauvreté. Donc, on va moins retrouver dans le 94, même si il y a des enfants souffrant de grande pauvreté dans à peu près tous les établissements de l'académie. Une ruralité dans le 77, donc vous voyez que les 3 départements, même si on a une vision un peu générique, une vision un peu globale, harmonisée du projet académique, on a parfois des déclinaisons départementales qui vont faire que le chef d'établissement, il est aussi un peu contraint par ces orientations-là au sein de son établissement. Et puis, forcément, le cadre réglementaire prévoit quand même, parce qu'on n'est absolument pas hors sol, j'essaie vraiment de vous montrer en quoi tout cela est stratégique, politique, et en quoi tout cela dépend vraiment de l'environnement de l'établissement. Ce projet va être totalement adossé aux moyens alloués à l'établissement. Alors les moyens, on pense souvent à la DHG, effectivement, c'est une contrainte importante, mais il y a aussi l'établissement. Est-ce que ce sont des locaux récents, des locaux un peu plus vétustes? Est-ce que l'environnement autour, il propose un certain nombre de modalités? Qu'est-ce qu'on a en termes d'équipement? Qu'est-ce qu'on a en termes d'espace sportif, etc.? Tout ça fait partie un peu de l'environnement de l'établissement, de ses atouts, de ses forces ou de ses faiblesses, et ça va forcément organiser la vision que le chef d'établissement se fait de son établissement. Et surtout de la vision qu'il propose au collectif, aux intelligences autour de lui. Ce projet, théoriquement, en règle générale, la vision écrite, elle est toujours à peu près bien conçue. Après, c'est dans la mise en application, dans la mise en pratique que les choses se déclinent parfois un petit peu plus, de manière un peu plus complexe, plus compliquée. Mais ce projet, théoriquement, il met en cohérence toutes les activités, y compris les activités pour les acteurs de l'établissement. Ça veut dire que le chef d'établissement dans son projet, c'est pour ça que je l'ai écrit, il est censé mettre aussi en œuvre les actions, les formations, les déclinaisons qu'il va proposer pour permettre à son personnel, que ce soit le personnel technique, que ce soit le personnel pédagogique, que ce soit le personnel administratif, de suivre cette évolution et parfois de monter en compétence pour suivre totalement la mise en perspective envisagée. Là où ça va être intéressant, c'est que ce projet d'établissement, dans la vision que nous en avons, de ma nouvelle casquette d'inspectrice chargée des établissements et de la vie scolaire, pour moi, c'est une façon de considérer les choix qui sont effectués par le chef d'établissement. Quel choix fait-on en fonction, je l'ai dit, du contexte de l'établissement qui va parfois être marqué par des élèves qui arrivent avec des fragilités scolaires, avec des fragilités culturelles. Quels choix sont effectués? Et lorsqu'on va considérer ces choix, est-ce qu'on va considérer qu'ils sont plutôt adaptés aux problématiques relevées ou pas? Voilà, donc là, on rentre déjà un petit peu plus dans le cœur du sujet. Ce projet, il est soumis à Monsieur le Recteur. C'est en ce sens qu'on peut considérer que c'est un document de contractualisation, mais on peut aussi considérer que c'est un élément de communication et de présentation de l'établissement. En général, quand il y a de nouveaux personnels qui arrivent dans l'établissement, c'est un petit peu le document ressource qu'on utilise pour leur permettre de comprendre un petit peu comment tout cela chemine et comment tout cela s'organise. Alors, on a vu un cadre réglementaire, on va peut-être se centrer un petit peu sur la construction de ce projet d'établissement. L'élaboration du projet d'établissement ne se fait absolument pas dans un cadre solitaire. On le voit parfois. Le chef d'établissement se dit, je dois rendre ma copie, donc je m'installe, je fais rapidement quelque chose que je vais décliner en prenant un petit peu en compte ce que j'ai entendu ici ou là, mais finalement, je suis tout seul dans mon bureau pour le rédiger. En général, on a là toutes les conditions pour que ce soit un projet qui soit très peu porté, voire qui soit plutôt voué à l'échec. Tel que c'est conçu dans le cadre réglementaire, tel que c'est conçu par le système éducatif, toutes ces occasions pour le chef d'établissement sont des occasions de valoriser le collectif, de mobiliser les compétences autour de lui, de donner du sens partagé aux orientations qui seront proposées. Ça veut dire que le diagnostic qu'on va poser pour élaborer ce projet, c'est déjà là aussi un temps de partage avec le collectif d'intelligence autour du chef d'établissement, avec la possibilité de reposer les problématiques, de reposer les questions, de les réinterroger, de vérifier un peu si les besoins qui étaient ceux d'il y a 3 ans sont encore ceux, 3 ans, 4 ans, sont encore ceux qu'on va construire
pour les 3-4 années à venir. Il est évident qu'à partir du moment où on aura construit ce bilan dans un cadre partagé, l'analyse va être elle aussi partagée et on espère que la mise en horizon de ce qu'on aura envisagé reste aussi partagée. C'est dans ce cadre-là que le système éducatif, lui, prévoit que le projet soit construit. Il est évident que, du coup, on est déjà dans une conception qui n'est peut-être pas celle avec laquelle on a l'habitude de travailler ces questions-là, mais qui est vraiment celle que j'ai envie de partager avec vous ce matin. Ça signifie que, autour de lui, le chef d'établissement a vraiment besoin de mobiliser toutes les forces vives, toutes les compétences. Et quand je dis toutes, il est évident que j'implique forcément les compétences des psychologues de l'éducation nationale. Quand j'ai travaillé un petit peu cette question, alors là, je l'avoue un peu de manière isolée, mais heureusement, j'ai eu après le temps de travailler avec les collègues et de me replonger dans quelque chose d'un peu plus, moi aussi, partagé. J'avais presque envie, je me suis un peu focalisée sur ce vocable que j'ai beaucoup entendu et autour duquel j'ai beaucoup travaillé quand je partageais encore votre cœur de métier, le dedans, dehors. Et je l'ai construit, mon PowerPoint, en me disant que quelque part, on rentre là dans le dedans, parce que j'ai presque envie de dire que c'est la mission quelque part du psychologue de l'éducation nationale qui permet souvent au chef d'établissement de redonner du corps à son intégration, à son implication, à son ancrage dans le département, dans le district, dans l'académie et pourquoi pas au niveau national. Je crois que ça, c'est absolument important. Et dans cette entre-deux qui va se construire avec le chef d'établissement qui a effectivement construit sa vision et qui s'entoure d'un certain nombre de compétences, d'un certain nombre de professionnels autour de lui, je pense que ce qu'il attend, c'est effectivement là un regard construit qui lui permet effectivement de donner un nouveau sens, de donner une nouvelle orientation, de porter plus loin l'analyse et peut-être de mettre en perspective de manière encore plus construite les premières ambitions qu'il avait un peu déclinées, forcément au départ un peu seul dans son coin. Dans ce projet d'établissement, là encore, un deuxième axe de travail que je veux absolument, s'il y a quelque chose que je peux construire avec vous, ça va être aussi là-dessus. Quel est le sens qu'on donne un peu à cette ambition? C'est forcément un sens totalement adossé à l'intérêt général. On n'est pas là pour des intérêts particuliers, on n'est pas là pour les avantages de confort de tel ou tel, on est uniquement là dans l'intérêt général porté nationalement et visant quoi? La réussite de tous les élèves qui nous sont posés, qui nous sont confiés. Ça veut dire que le sens qu'on va donner à l'analyse, le sens qu'on va donner à la mise en perspective, si elle va dans cette orientation-là, il y a de fortes chances pour qu'on arrive effectivement à trouver ensemble des orientations et à construire quelque chose qui va être plus ou moins en capacité de fédérer les équipes autour du projet qu'on aura établi. Ce projet, il a vocation à valoriser toutes les ressources internes, tous les atouts de l'établissement, en visant quoi? La possibilité de résoudre, de résorber, d'atténuer les points faibles, les problématiques, les besoins qu'on aurait relevés. Il constitue forcément à partir de là le document de référence interne, que ce soit sur le plan pédagogique et sur le plan éducatif, et on se rappelle qu'il est aussi un document qui permet de communiquer avec l'extérieur. Finalement, ce projet d'établissement, il va se présenter sous la forme d'un fil rouge qui va hiérarchiser. On se rappelle qu'il est présenté sous forme d'objectifs et d'actions. Il va proposer une hiérarchisation qui va permettre qu'on dise que peut-être que cette année, on va aller dans telle ou telle direction, qu'on va poursuivre tel ou tel axe prioritaire, mais que peut-être on va atteindre dans les 3-4 ans à venir un peu d'autres axes qui apparaissent à ce moment-là comme étant peut-être un peu plus secondaires. Il n'empêche que chacun doit trouver sa place et doit trouver à quel moment ses compétences sont totalement mises en avant, sollicitées pour répondre aux priorités qui se posent au chef d'établissement. Pour le mettre en œuvre, j'espère que pour le moment, je suis assez claire, j'espère. Autour de moi, on me dit oui, j'espère vraiment que pour vous aussi, ça allait. Voilà. Donc, pour mettre en œuvre ce projet, j'avais envie de vous proposer d'envisager que le chef d'établissement, il actionne un certain nombre de leviers. Il en a plusieurs. On en retiendra 2 ce matin, parce que finalement, on n'a pas non plus beaucoup de temps. On en aura 2, les instances d'abord, et ensuite le conseil. Alors, les instances, un certain nombre d'entre elles, vous les connaissez, mais là encore, pourquoi j'ai pris les instances? C'est pas anodin.
C'est tout simplement parce que dans la réglementation de ce qui est assigné à chacun des personnels de l'éducation nationale, les instances, elles sont proposées dans le cadre réglementaire comme des lieux d'échange, comme des espaces-temps de partage qui permettent à différents acteurs de la communauté éducative d'être autour de la table et de réfléchir ensemble. Et ces diverses instances, même si elles ont chacune des objectifs assignés, elles finissent finalement par permettre que tous les acteurs se rencontrent, y compris les élèves, y compris les familles, et forcément, y compris les psychologues de l'éducation nationale. Alors, je vais un petit peu les décliner relativement rapidement. La plupart d'entre elles, vous les connaissez. Je pense qu'on a certainement des collègues néo-titulaires, mais qui, ça y est, là, on est au mois d'avril, qui ont déjà pris leur marque au sein de l'établissement. Donc, le conseil d'administration, on va dire que c'est vraiment l'instance un peu organisatrice qui permet de donner du sens et de voter les actions qui vont permettre à l'établissement d'avoir une ossature. Et là, je le répète, une ossature partagée. Je vais être un peu redondante ce matin, parce que voilà, ce sont des points sur lesquels j'ai vraiment envie qu'on fasse sens ensemble. Ce conseil d'administration, il a vocation à être composé de tous les représentants, de tous les acteurs de la communauté éducative. Maintenant, ils sont retenus, ils sont désignés. Et donc, il se propose, le chef d'établissement prend un arrêté qui constitue la composition de ce conseil d'administration. En revanche, sur un certain nombre de thématiques, ce conseil d'administration a la possibilité, a la vocation d'inviter un certain nombre de spécialistes, un certain nombre d'experts. Et il se pourrait, par exemple, si un point du conseil d'administration concerne les parcours à venir, l'orientation des élèves, les problèmes de décrochage des élèves, il se pourrait fort bien que vous soyez, en tant que psychologue de l'éducation nationale, convié à ce conseil d'administration, même si dans sa composition réglementaire, vous n'avez pas vocation à y participer. Le conseil de classe, vous y avez votre place, il est centré sur les questions pédagogiques, mais il s'intéresse aussi aux conditions de vie des élèves, aux conditions de mise en œuvre du travail des élèves et à leurs résultats. De plus en plus, je vois décliner dans les établissements et même dans notre académie des modalités de conseil de classe complètement originales où on voit les élèves venir eux-mêmes présenter leurs résultats. Parfois, les parents sont invités et c'est l'élève qui présente ses résultats aux familles avec un professeur qui va reprendre. Et parfois, sur des problématiques un peu spécifiques, le psychologue de l'éducation pourrait avoir vocation à apporter, à préciser quelques points. Peut-être que même s'il n'y est pas, sur les conditions de vie des élèves, le psychologue de l'éducation nationale, qui lui, avec sa compétence, lui, avec sa capacité à analyser les conditions de développement des élèves, il peut avoir à intervenir en amont auprès des enseignants, justement, pour les alerter par rapport à quelques-unes des modalités mises en œuvre dans l'établissement et pouvant être en opposition, pouvant ne pas totalement faciliter, convenir à un développement harmonieux des élèves. C'est pareil sur les conditions de vie. Est-ce qu'on est dans un établissement qui traite un peu les élèves comme des bébés cadottes? Je vois ça même en lycée. Est-ce qu'on est sur un établissement peu intéressé par le développement des compétences transversales des élèves? Est-ce qu'on est sur des résultats un peu élitistes et ne permettant pas aux élèves d'être dans des conditions de confort et de sérénité suffisantes? Voilà, je vous cite juste quelques exemples pour remettre en perspective ce que forcément, j'en suis sûre, vous observez de temps en temps dans vos pratiques. Le conseil de discipline, il est dédié à l'analyse collective des manquements graves au règlement intérieur. Pardonnez-moi, là, je vous ai mis une petite abréviation, RI pour règlement intérieur. Bon, voilà. Donc là, vous n'êtes pas convié au conseil de discipline en général. En revanche, vous pouvez avoir à travailler en amont du conseil de discipline pour permettre l'analyse de la situation et permettre d'aller un peu plus loin quant aux solutions envisagées. La commission hygiène et sécurité qui peut faire appel à vous parce qu'elle contribue à l'amélioration des conditions de vie et de travail de l'ensemble des acteurs de la communauté éducative. Donc là, tout le monde est concerné. Le conseil pédagogique. Alors là, il favorise la concertation autour d'objets pédagogiques. Il a donc vocation à traiter des questions comme l'orientation, l'insertion, l'inclusion, le décrochage,
l'éducation aux médias ou à l'information, le développement des compétences transversales, des compétences psychosociales. J'ai envie de dire que forcément, vous y avez toute votre place. Vous pouvez y être invité parce que autour de la table, les acteurs se sont rendus compte de la compétence spécifique, de l'expertise singulière que vous pouvez apporter, mais en discutant avec les équipes, en discutant avec le chef d'établissement, en répondant à une commande du chef d'établissement et en re-questionnant la commande avec le chef d'établissement, vous pouvez là indiquer qu'il y aurait du sens à ce que vous participiez à l'une de ces réunions de façon à aborder telle ou telle question dans le sens de l'amélioration, de la mise en cohérence, de l'harmonisation de la conception de ce que les chefs d'établissement et leurs équipes comprennent autour de certaines singularités. Je pense notamment en ce moment à un point crucial qui fait vraiment partie de l'actualité du système éducatif, c'est l'évaluation. Qu'est-ce qu'on peut entendre de cette question autour de l'évaluation? Il est évident que vous n'allez pas rentrer dans le pédagogique et de dire aux enseignants comment ils doivent pratiquer, on n'est pas là-dessus. En revanche, d'apporter de la lumière et d'apporter des éclairages sur la façon dont les élèves, eux, perçoivent l'évaluation, la façon dont les familles peuvent s'inscrire dans la démarche d'évaluation, là, il est évident que vous pouvez être d'un très grand éclairage sur ces questions-là. Le conseil d'enseignement qui regroupe les enseignants d'une même discipline et les instances élèves. Alors là, j'ai vraiment grand plaisir à les indiquer, à les écrire. Alors, il y a le CVC, il y a le CVL, le Conseil de la vie collégienne ou lycéenne. Mais bon, voilà, on peut en trouver d'autres. Il y a le foyer, on a dorénavant les éco-délégués, on a dorénavant les délégués autour de la santé, autour du bien-être, on a les ambassadeurs de la santé, voilà. Toutes ces occasions de donner la parole aux élèves et de permettre que les élèves, justement, mettent en avant leur capacité à mettre aussi en question l'établissement, à faire un certain nombre de propositions d'élèves. Et je dois dire que, pour ma part, pour y assister de temps en temps, je trouve que encore ça a tendance à être déjà très très formaté par les adultes et que on attend que les élèves y fassent ce qu'on leur propose comme thématique. Attention, il s'agit vraiment de laisser s'exprimer la parole des élèves. Et je pense que quand justement on a des psychologues de l'éducation nationale autour de la table, on voit tout de suite leur capacité, tout en rondeur, tout en douceur, mais à remettre l'élève au centre du système et à redonner du sens à sa parole. Alors on a vu du levier, on vient d'envisager les instances, et je crois que j'ai vraiment, je ne sais pas si j'ai réussi, mais en tout cas j'ai vraiment voulu vous montrer que les instances sont véritablement pour le chef d'établissement des moyens quand il se pose une question, quand il envisage de mettre en œuvre et en perspective sa vision, de vérifier que les problématiques qu'il a envisagées sont les bonnes et qu'elles sont portées collectivement, que les orientations qu'il avait envisagées répondent effectivement aux besoins et que finalement le collectif ne lui permet pas d'aborder les choses sous un angle peut-être un peu plus constructif. Et puis pour aller encore plus loin, le chef d'établissement, il a ses conseillers autour de lui, mais maintenant on va voir quel sens on peut donner au canton. Sur cette notion-là, en réfléchissant avec les collègues autour de moi, et en particulier Madame Chattard qui va tout à l'heure poursuivre les propos, on s'est un peu posé la question, quel sens les conseillers, les psychologues, de mon temps, pardonnez-moi, je fais encore l'erreur, quel sens les psychologues de l'éducation nationale donnent à cette notion de conseil et de quelle façon ils l'envisagent. J'ai envie de dire que c'est un petit peu comme la prose, on en fait souvent sans en être totalement conscient. Et parfois, il est peut-être nécessaire de conscientiser cette chose-là. Ce que le chef d'établissement, on va partir de là, ce que le chef d'établissement, lui, il attend de ses différents conseillers, attention, ce n'est absolument pas que vous fassiez, que vous remplissiez une mission en faisant à la place du chef d'établissement. Il vous pose une commande et on part tout de suite dans l'action. Je pense que là, il y a la nécessité de réinterroger avec le chef d'établissement la commande, la demande, la question qu'il vous pose. De façon justement à peut-être aussi à certains moments intégrer autour de lui un certain nombre d'acteurs qui auraient vocation justement à permettre qu'on aille un petit peu plus loin et qu'on réponde de manière encore un peu mieux articulée à la problématique qui se pose. Ça, c'est déjà le premier niveau de ce qu'on attend du conseil. Ça signifie forcément, si on a reconstruit la problématique, si on a réinterrogé la question posée, la demande assignée, peut-être qu'on va voir qu'on aborde ensemble un nouveau niveau d'analyse.
À partir de là, on a peut-être la possibilité de construire ensemble une réponse un peu plus adaptée et qu'on ne va pas porter seul. Je sais que très souvent, dans vos missions, vous vous posez la question, mais bon, voilà, il y a 30 classes de terminale, comment je vais accompagner les élèves par rapport à Parcoursup? Est-ce que je dois réaliser cela tout seul? Bon, on le sait maintenant, deux professeurs principaux à vos côtés, mais peut-être qu'il est aussi nécessaire d'impliquer un peu tout le monde. Peut-être qu'à certains moments, vous allez pouvoir montrer le rôle que peuvent prendre à vos côtés ou aux côtés du chef d'établissement, le professeur documentaliste, le CPU de l'établissement. Voilà, réinterroger et peut-être proposer de nouveaux angles d'approche. Donc on le voit, ce que le chef d'établissement attend de ses conseillers, c'est qu'ils soient capables de réinterroger ses propres interrogations à partir de leur pratique, à partir de leur cadre de référence et finalement en modifiant, en faisant évoluer, en enrichissant la première demande qui avait été formulée. Et c'est là que ça devient totalement intéressant. Et c'est là que du coup, vous ne construisez pas seul la réponse, mais vous la construisez dans un cadre un peu plus collégial, avec autour de vous des intelligences multiples et en lui donnant la possibilité d'aller plus loin. Le conseil est donc forcément, je l'ai mis en rouge, partage, dans la mesure où il est envisagé à l'œil de ce que je viens de décrire. Mais il me semble qu'il est impérieux de vraiment considérer les choses de cette façon-là. Et on voit que les nouvelles explorations qui nous sont proposées par les défis de l'école de demain, elles attendent cela. On n'attend absolument pas que quelqu'un passe à la place du chef d'établissement. Et finalement, si on va dans cette direction-là, et là, pour le coup, je vais utiliser un certain nombre de verbes un peu excessifs, mais on n'impose rien, on ne contraint pas, on ne manipule pas, et parfois, faire sans avoir totalement l'accord, l'assentiment du collectif autour de soi. Je ne parle pas pour les psychologues de l'éducation, je parle en général. C'est presque finalement contraindre un peu ceux à qui on propose cette réponse un peu toute faite. Et c'est en tout cas ne pas leur donner une place active, mais leur donner une place un peu passive, où on a ceux qui savent et ceux qui finalement vont se contenter d'exécuter ce qu'on a décidé. Attention, on n'est plus là sur... Vous l'avez vu un peu, le système, lui, il a vraiment construit une capacité à toujours mettre autour de la table, à toujours faire débat et à toujours finalement rechercher un consensus partagé. C'est vraiment ce qui est visé. On le voit donc, le Conseil valorise la multiplicité des intelligences, il valorise le collectif et il redonne à chacun sa place. Il assigne chacun dans sa pratique avec ses compétences et je pense que c'est vraiment sous cet angle-là qu'il nous faut dorénavant considérer le conseil. À partir de là, je vais dire, chaque fois qu'une demande vous est faite, vous vous posez de fait dans une posture de conseil. Alors on arrive, en espérant que j'ai été relativement claire sur ce contexte à la fois stratégique mais aussi totalement politique de la mission du chef d'établissement, on l'a vu, ancrée dans la société avec des exigences qui lui sont apportées par les ambitions nationales. Quand on entend les ministres, quel que soit leur terrain d'exercice, évoquer les ambitions de la nation, quelque part, moi, je retrouve un certain nombre de compétences totalement assignées dans les référentiels de tous les personnels de l'éducation nationale, je l'ai dit tout à l'heure, et du vôtre en particulier. Donc, si là, j'essaie de me positionner sur la posture de conseiller du psychologue de l'éducation nationale, mais forcément, ça va être les compétences particulières, singulières en psychologie qui permettent d'aborder et d'ancrer justement au sein de l'établissement ces connaissances que vous êtes les seuls, dont vous êtes les seuls à disposer, ces connaissances sur la psychologie de l'enfant, la psychologie du développement, toutes ces compétences qui vont être absolument nécessaires pour envisager l'élève en développement, l'élève au moment des transitions, l'élève au moment des choix d'orientation, l'élève en situation d'échec, l'élève au regard de ses résultats. Il est évident que là, le regard que vous portez, c'est un regard absolument singulier et c'est un regard que vous êtes les seuls à pouvoir apporter au sein de l'établissement. Donc, quel que soit le champ de ce développement de l'élève au sein de l'établissement que j'envisage, il est évident que là, la singularité de vos compétences, elle fait sens
et elle permet justement d'aller un peu plus loin dans l'analyse qu'on se fait de la situation. Alors là encore, c'est pareil. Quand je dis ça, est-ce qu'on va envisager que le psychologue de l'éducation nationale il soit tout le temps convoqué? C'est évidemment impossible. Du coup, à quel moment est-ce que stratégiquement le chef d'établissement peut attendre que vous vous positionnez à ses côtés en tant que conseiller? Mais c'est chaque fois qu'il est dans l'analyse, qu'il est dans la mise en perspective et qu'il est dans la recherche de solutions. Et là, c'est à vous de voir, est-ce que là, moi, j'interviens en tant qu'expert accompagnant la mise en œuvre? Est-ce que je suis en tant qu'expert acteur? Et là, se posant avec une action propre à mener, avec qui à mes côtés, à quel moment? Et là, on voit bien que votre action se construit dans un maillage un peu plus précis, un peu plus audacieux aussi. Et à mon sens, c'est vraiment dorénavant ce qui est attendu. Les missions et les compétences du psychologue de l'éducation nationale, je les entrevois, et encore mieux maintenant de la place où je suis, en totale complémentarité avec celle des autres acteurs. Mais j'ai l'impression actuellement qu'autant vous êtes déjà, vous, en capacité de mesurer, de comprendre, d'appréhender cette complémentarité, il me semble qu'elle reste encore parfois à construire avec un certain nombre d'acteurs. Alors avec tout le pôle médico-social, il est évident que ça va de soi, c'est assez naturel. Avec les enseignants, j'ai envie de dire que ça se construit de manière de plus en plus organisée, de plus en plus sensée, pertinente, avec véritablement des enjeux auxquels on répond de manière constructive. Et je trouve que là, pour le coup, ça a véritablement du sens. Peut-être que là où je trouve que ça reste encore un peu à construire, c'est dans la relation aux familles. Vous êtes parfaitement ancré dans le travail individuel, le suivi individuel, dans tout ce qui concerne les situations un peu singulières. Là, je vois parfaitement de quelle façon tout cela s'organise, mais peut-être aussi que c'est moi qui me trompe, et peut-être que les échanges me permettront de faire progresser mon point de vue. Mais j'ai l'impression que dans les familles, le travail avec les familles, mais on a encore une vision collective, dans la mission d'atteindre l'intérêt général, là peut-être que j'ai un peu plus de mal à voir dans ce que j'entends les chefs d'établissement me dire, à quel moment est-ce que l'expertise des psychologues de l'éducation, elle a été convoquée, invoquée, appréhendée. Voilà, mais on va peut-être revoir ça tout à l'heure. Pour moi, la place qui est la vôtre dans cette posture de conseiller, elle est totalement dans la capacité à faire évoluer le sens donné à la démarche. Et vous voyez que je ne suis pas dans trouver des solutions, mais je suis vraiment dans comment explorer encore la mise en question, comment considérer encore de manière un peu plus riche l'analyse de la situation, et là pour le coup avec vous une analyse systémique de l'établissement, replacé dans son complexe de fonctionnement, dans son unité, avec des interactions, avec les paramètres qui le composent, et avec évidemment la capacité de faire le chef d'établissement aller un peu plus loin dans la lecture qui est la sienne. Et quand je dis le chef d'établissement, c'est parce que c'est lui qui pose le collectif, mais évidemment, je le redis, en mettant autour de vous toutes les compétences et toute la complémentarité qui vous semble nécessaire ou qui semble nécessaire au chef d'établissement pour aller plus loin. Votre expertise, attention, là je vais encore un peu plus loin, on l'attend aussi, elle est aussi convoquée dans les textes pour ce qui concerne la mise en place des politiques proposées, déclinées au sein de l'établissement. Et quand je parle de politique, rappelez-vous ce que je disais tout à l'heure quand j'évoquais en tant qu'instance le conseil pédagogique, de quelle façon est-ce que les choix faits permettent effectivement aux élèves d'être dans un cadre sécure, rassurant, leur permettant de développer des compétences, leur permettant de se positionner en tant qu'acteur, en tant qu'auteur. Voilà. Est-ce que, effectivement, ce que vous envoyez de cet établissement, même si vous n'y êtes pas toujours, quand vous rencontrez les élèves, quand vous rencontrez les familles, quand vous échangez avec le collectif, qu'est-ce que vous en tirez comme enseignement? De la même façon, vous avez vu que je ralentis mon débit, parce que là, je viens sur un point un peu sensible. Votre expertise, elle est aussi convoquée en ce qui concerne les pratiques pédagogiques relevées.
les pratiques éducatives mises en place. Il est évident que ce qu'on attend de vous, ce n'est pas de contrôler, d'évaluer, de dire là c'est bien, là c'est mal, mais simplement là encore d'analyser au regard des ambitions nationales attendues, au regard de l'intérêt général assigné, en fonction des problématiques singulières de l'établissement, public accueilli, caractéristiques des élèves, profil des élèves, etc. Est-ce que, selon vous, les réponses proposées, les choix réalisés, vous semblent aller efficacement dans la mise en place de réponses adaptées? C'est en ce sens que je considère que vous interrogez, vous interprétez les pratiques et en tant que conseiller du chef d'établissement, vous pouvez effectivement faire aller un peu plus loin les observations et la réflexion. Finalement, lorsque vous êtes dans une posture de conseiller, vous, les psychologues de l'éducation nationale, auprès du chef d'établissement, mais finalement, vous l'accompagnez bien dans la direction de la mise en place de son pilotage, qu'on soit sur le pilotage pédagogique, qu'on soit sur un pilotage éducatif. Et c'est en cela qu'à certains moments, vous aurez même vocation à envisager des actions de formation, que ce soit des actions de formation qu'avec le CIO, vous allez proposer de mettre en place, que ce soit des actions de formation sur lesquelles vous avez alerté le chef d'établissement et qu'il lui appartiendra de recueillir et de retrouver. Vous n'êtes pas forcément toujours à la manœuvre. En revanche, vous êtes bien dans l'analyse et dans le repérage de nouveaux besoins, nouvelles problématiques. On va donc dire que la plus-value que vous apportez, c'est vraiment une plus-value singulière et que vous êtes finalement les seuls dans votre cadre, dans le cadre de vos missions, à mettre en œuvre. Alors, évidemment, le système, lui, il vous a signé un certain nombre de pistes de réflexion, un certain nombre de pistes de travail, mais vous avez vu que délibérément, je m'en suis un petit peu dégagée pour arriver à donner un sens un peu plus constructif, un peu plus large à vos missions de conseiller, mais il est évident que vos compétences vont être totalement convoquées dans le cadre du volet orientation du projet d'établissement. Et là encore, on n'attend pas que vous ameniez des réponses toutes faites. Là, pour le coup, le CIO est convoqué parce que il va permettre que vous puissiez apporter des éléments d'analyse qui vont remettre l'établissement, on l'a déjà dit tout à l'heure, dans son environnement, qu'il s'agisse du district, qu'il s'agisse du département. Ça va permettre d'exploiter un certain nombre d'indicateurs, de comparer l'établissement aux établissements qui pourront avoir autour de lui des caractéristiques un peu sensiblement les mêmes, sensiblement similaires. Voilà, donc vous replacez l'établissement dans un contexte un peu plus large pour lui permettre justement de refaire un peu société, de se réinscrire dans un environnement un peu plus large et donc de ne pas travailler comme s'il était dans un bunker. Vous sont aussi assignés, mais on a vu que toutes les diapositives qu'on a eues précédemment, elles vont bien dans ce sens-là. Et si on est bien dans une dynamique collective, si on met bien autour de la table toutes les intelligences dans un collectif tourné vers des objectifs partagés, on est bien en train de lutter contre les inégalités sociales. On est bien en train de viser chacun de sa place et avec les compétences qui sont les siennes, la réussite scolaire de tous les élèves. Le tout, j'aurais dû le mettre en rouge parce que il est absolument impérieux, impératif. On vise ensemble, et le psychologue de l'éducation nationale y a sa place, la mise en place d'un climat bienveillant pour tous, qu'il s'agisse des élèves, qu'il s'agisse des acteurs de la communauté. Ça, vous le voyez tout de suite, hein. Vous arrivez dans l'établissement, comment est-ce que vous avez été accueillis? Est-ce que, on vous a proposé un cadre bienveillant, un cadre sécure, un cadre qui permet que vous exerciez vos missions dans des conditions satisfaisantes? Est-ce que vous partagez un petit bout de bureau dans un fond de cours où les élèves ont du mal à venir, ou s'il se passe quelque chose, vous êtes tout seul, sans téléphone? Ça arrive de moins en moins, mais ça arrive encore. Est-ce que forcément, vous êtes impliqué dans le développement de compétences transversales, psychosociales chez les élèves? De quelle façon l'êtes-vous en tant que conseiller, en tant qu'intervenant, parfois, pas toujours, mais parfois, peut-être pas systématiquement, mais on l'espère de temps en temps. Est-ce que vous arrivez à vous impliquer dans la valorisation des instances élèves, que ce soit les instances en collège ou en lycée? Voilà. Et puis, j'ai mis des points de suspension parce que, bien sûr, vous-même,
uniquement en considérant le référentiel d'évolution, vous allez voir que tout cela est décliné de manière assez claire. Tout cela vous est assigné, mais attention, on n'attend pas de vous que vous soyez le seul à faire. Je crois que c'est vraiment cette mise dans le collectif qui fait sens. Le chef d'établissement, il peut attendre de ce psychologue de l'éducation nationale en tant que conseiller. Un psychologue de l'éducation nationale, on le sait, qui assure quelques permanences au sein de l'établissement, qui n'est pas là à temps plein. Un psychologue de l'éducation qui est aussi en lien avec le CIO et qui donc amène un peu de cet environnement autour de l'établissement. Voilà, donc ce que le chef d'établissement, il attend, c'est vraiment pour vous la capacité de mettre à son service, et je dis bien de mettre à son service, la plus-value qui est la vôtre au regard des compétences singulières qui constituent le cœur de votre métier. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. Parfois, je le sais, il peut y avoir quelques situations un peu conflictuelles. Alors, c'est très rare, heureusement, mais ça arrive. Il est évident que la mission du psychologue de l'éducation ne peut et doit s'inscrire dans le projet collectif de l'établissement. Elle doit répondre à cet intérêt général qui est mis en œuvre au sein de l'établissement. On ne peut pas être sur des considérations un peu déconnectées, un peu hors sol. Il faut absolument que ça fasse ancrage. Et ce qu'il attend le chef d'établissement, c'est véritablement que cette plus-value, vous la mettiez, alors là, pardonnez-moi l'expression un peu raide, que vous la mettiez au service du collectif, au service de son établissement. Donc, on l'a vu, implication du CIO pour avoir un regard un peu plus large, ça reprend un petit peu ce qu'on a vu dans la diapositive précédente. Le chef d'établissement attend que vous lui permettiez des expertises objectivées, des expertises un peu plus poussées que celles qu'il peut avoir et sur l'action produite, mais aussi au regard des caractéristiques de l'établissement, sur les résultats des élèves, qu'on interroge ces résultats, qu'on vérifie si on pourra aller plus loin, pourquoi, comment, qu'il dispose grâce à vous d'éléments lui permettant aussi de rentrer au cœur de la classe. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai évoqué cette entrée de vos missions dans les pratiques pédagogiques. Alors ça, c'est vraiment actuellement le point le plus sensible. Comment rentrer dans la boîte noire? Vous savez combien les enseignants sont attachés à leur autonomie pédagogique, à leur capacité de travailler de manière presque individuelle au sein de la classe. Il est évident que cette question-là, c'est actuellement un enjeu pour la société et que l'objectif est de rentrer dans cette boîte noire. Ce qu'on attend de vous, c'est pas que vous y rentriez. Ce qu'on attend de vous, c'est que par l'analyse que vous apportez, le chef d'établissement, lui, ce qu'il voit dans l'intérêt de la plus-value qui est la vôtre, il voit l'intérêt d'aborder, d'appréhender ces questions-là avec un certain nombre de paramètres que tout seul, il n'aurait pas. Parce que les élèves que vous rencontrez vous permettent, voilà, de faire un certain nombre d'observations, d'apporter un certain nombre d'éléments à l'analyse et qui lui permettent à lui de rentrer dans le cœur de la classe, dans le cœur des pratiques avec des outils un peu plus construits. Vous lui permettez aussi de considérer l'élève dans sa globalité et finalement d'avoir davantage la possibilité de trouver des réponses adaptées. On l'a dit déjà tout à l'heure, je me répète un peu, votre plus-value, votre expertise, elle va permettre de considérer de manière plus fine les apprentissages, l'inclusion, des difficultés, les transitions, qu'est-ce qui se passe quand on change d'établissement, qu'est-ce qui se passe quand on arrive dans un territoire parce qu'on vient de loin, comment est-ce que vous pouvez travailler sur la prévention des violences, du harcèlement, etc. parce que vous avez rencontré 3, 4, 5 élèves et que vous vous rendez compte que le harcèlement, c'est une problématique dans l'établissement. Parfois, on se rend compte que pour les acteurs de la communauté, il n'y a pas de problématique de harcèlement parce que pour eux, il y a 5 situations isolées et que ça ne fait pas sens pour eux au sein de l'établissement. C'est là que vous avez la possibilité de ramener les choses et de permettre justement de les appréhender différemment. Alors, on rentre peut-être un peu plus, j'avais dit que j'allais vous permettre de resituer votre action dans l'actualité et peut-être à l'aune des défis qui nous attendront demain. J'ai déjà abordé l'évaluation, mais j'étais peut-être un peu plus sur l'évaluation des élèves. Et quelles lectures se font les élèves de cette évaluation? Quelles lectures en font les parents? Mais nous sommes là dans un contexte d'évaluation externe des établissements, dans le contexte dans lequel j'en suis sûre, vous avez déjà été un peu
interpellés. Et on est sur une démarche nationale qui vise à se faire un point un peu décentré de comment les choses se passent au sein des établissements tous les 5 ans. Ça signifie que le ministère s'est donné pour mission, il pose comme exigence que tous les 5 ans, la totalité des établissements, qu'il s'agisse des établissements publics ou privés, premier, second degré, soient évalués et qu'on ait la capacité finalement de mesurer si les choix, les politiques qui sont effectuées à l'intérieur des établissements, si ce sont des choix qui sont cohérents pour atteindre les objectifs assignés par le projet d'établissement. Donc, quelque part, attention, on n'est pas du tout là dans une scrutation qui vise le contrôle. Bien sûr, s'il y a un problème de contrôle par rapport à la légalité, par rapport à la conformité, on aura la nécessité de mettre en avant et d'y répondre. Mais on est vraiment sûr comment aider les équipes en place à aller un peu plus loin et à améliorer encore les conditions qu'ils se sont eux-mêmes fixées. On est vraiment dans une démarche qui n'a de sens que pour les acteurs au sein de l'établissement et qui vise vraiment à les aider à aller encore plus loin dans l'atteinte des ambitions nationales. Alors, je vous propose le cadre réglementaire, il faut me pardonner. Là, je me contenterai de lire parce que c'est vraiment ce qui nous est assigné. 4 grands domaines sont proposés pour l'observation qui est la nôtre. Et je pense que les directeurs de CIO sont déjà impliqués, on pense déjà à eux dans le cadre de cette évaluation externe. Les inspecteurs de l'information et de l'orientation sont déjà totalement, consignés et réquisitionnés. Voilà. Et peut-être qu'en tant qu'experts, mais la question n'est pas encore totalement tranchée, les psychologues de l'éducation nationale pourraient à un moment ou à un autre y être. Pour ma part, je pense que vous y avez toute votre place déjà dans l'évaluation à l'intérieur des établissements. Je vois vraiment là votre place. Donc, les 4 grands domaines, les apprentissages et les parcours des élèves, forcément, vous avez là une lecture et la plus-value de vos compétences, elle est pour le coup convoquée. La vie, le bien-être des élèves et le climat scolaire, pour le coup, vos compétences sont là aussi convoquées. Les acteurs, le fonctionnement, la stratégie de l'établissement. On est sur un pôle politique, mais si je reviens quelques diapositives en arrière et que je vois de quelle façon, lorsque le chef d'établissement vous passe une commande, vous allez re-questionner sa commande, finalement vous l'aidez aussi à améliorer sa stratégie et son pilotage. Et finalement, on considère l'établissement dans son environnement institutionnel et partenarial et les liens que vous l'aidez à entretenir avec le CIO, avec les acteurs à l'extérieur. Pour le coup, là aussi, ils sont convoqués. Merci Florian. Donc, cette évaluation externe, elle s'organise en 2 temps distincts, mais totalement complémentaires, l'un ne pouvant pas aller sans l'autre. Un premier temps où l'établissement fait le zoom sur ses modalités de fonctionnement, c'est ce qu'on appelle l'auto-évaluation. Elle est rédigée collégialement. On a encore quelques situations où le chef d'établissement a beaucoup travaillé tout seul. On se rend compte effectivement que c'est beaucoup plus compliqué ensuite pour avancer. Quand elle est construite dans un cadre collégial avec les intelligences autour de la table, on se rend compte que là, forcément, l'établissement, il a fait des bons en avant. Et dans le cadre de l'évaluation externe, qui est le second temps de cette évaluation, des observateurs extérieurs repartent de ce document qui a été rédigé collégialement, le réinterrogent, on refait exactement ce que j'ai décliné tout à l'heure. Comment est-ce qu'on pourrait poser les questions autrement? Comment est-ce qu'on pourrait aller un peu plus loin? Et on part totalement de ce document pour aider l'établissement à aller éventuellement un peu plus loin. Alors, l'auto-évaluation, elle est totalement pilotée par le chef d'établissement, pas seul, encore une fois, avec autour de lui les intelligences collectives. Dans une analyse de ce qui est fait, attention, là, on s'appuie vraiment sur le réel. On n'est pas sur ce qu'on aurait envisagé, mais on est vraiment sur quels sont les choix qui ont été opérés et est-ce que ces choix répondent véritablement aux problématiques, aux besoins, aux enjeux tels qu'identifiés dans l'établissement. On voit donc que tous les partenaires sont convoqués, invités à y participer, les élèves, les familles, tous les agents. Parfois, les agents techniques n'y sont pas. On les attend quand même bien sur
comment est organisé l'établissement, comment est-ce que les salles sont agencées, est-ce que le nettoyage peut se faire facilement, est-ce que les agents participent à la vie de l'établissement, est-ce qu'ils rencontrent les élèves et comment, voilà, tout ça est important. Et dans ce collectif, forcément, le psychologue de l'éducation nationale, il y a aussi sa place. Et cette auto-évaluation, à mon sens, elle a vocation à anticiper, à préparer l'écriture du prochain projet d'établissement. Je le vois vraiment comme ça. Elle permet donc un temps d'analyse qui permet qu'on trouve un sens partagé et ça va être un peu complété par l'évaluation externe, ce qui permet que le projet d'établissement aille un peu plus loin. Alors, vous avez vu que dans le document que je vous propose, je n'ai absolument pas mentionné la lettre de mission du chef d'établissement, tout simplement parce qu'elle a totalement disparu. Elle n'existe plus, elle n'est plus mise en œuvre. Elle n'est plus proposée telle qu'elle l'était jusqu'à présent. Et c'est cette démarche d'auto-évaluation, cette démarche d'évaluation externe qui permet justement d'être avec le chef d'établissement dans un exercice un peu de partage, de sens partagé et qui permet de finalement d'évaluer aussi ce qui se passe au sein de son établissement. Donc c'est cette nouvelle démarche qui a vocation à remplacer totalement la lettre de mission dont vous n'entendrez plus parler. Donc là, on a une diapositive que vous allez avoir. Je la décline, mais je vais être un peu rapide. Là, vous retrouvez les 4 domaines que cible l'évaluation externe. Et puis, vous voyez de quelle façon on peut questionner ces 4 domaines au sein de l'auto-évaluation en se posant la question de qu'est-ce qu'on a fait, mais surtout pourquoi on l'a fait. Donc, on part d'un bilan et puis on essaye d'envisager une poursuite, une mise en perspective pour voir si on pourrait aller un petit peu plus loin. Ça permet de repérer des atouts, mais aussi des points de vigilance, de repérer un certain nombre de leviers, mais aussi un certain nombre de contraintes qui sont apportées par l'extérieur, et finalement de réorganiser toutes ces ressources pour reproposer un fil conducteur, un fil rouge qui va donner du sens, toujours à quoi? L'intérêt général, l'action conduite dans la visée de la réussite de tous les élèves qui nous sont confiés. Alors pour le psychologue de l'éducation nationale en tant que conseiller de l'établissement, il me semble que dans les 4 domaines, je l'ai vu et je l'ai déjà un peu indiqué précédemment, je vois véritablement de quelle façon vous pouvez y trouver votre place et de quelle façon vous aussi, on attend que vous puissiez apporter à l'aune de vos compétences spécifiques une lecture encore un peu plus pertinente de ce bilan et de cette mise en perspective. Je considère là pour le coup que l'observation des parcours nous offre une vitrine sur ce qui se passe au sein de l'établissement. Quelle est la politique d'orientation menée? Est-ce que les axes de travail que vous avez envisagés, vous avez totalement pu les mettre en œuvre? Est-ce qu'il y a eu des freins? Lesquels? Pourquoi? Et du coup, ça permet peut-être que vous puissiez améliorer aussi le travail collectif que vous menez au sein de l'établissement, que vous soyez aussi dans un confort un peu plus grand, mais il y a aussi la possibilité pour vous, à travers notamment les éléments qui sont apportés par le CIO, d'appréhender les résultats des élèves, peut-être aussi au regard de leur score. Pas que au niveau des parcours, mais aussi au niveau des scores à l'examen, des taux de passage, des taux de redoublement. Je sais que le redoublement n'existe plus, mais enfin, il y en a encore. Au niveau des passerelles, comment sont-elles organisées? Est-ce que vous en êtes satisfait? Est-ce que, selon vous, elles posent encore un peu souci? Comment s'organisent les transitions, les changements d'établissement? Voilà, un petit peu toutes ces questions-là sur lesquelles vous avez tout à fait votre place. En termes de plus et moins-value de l'établissement, on l'a déjà appréhendé tout à l'heure, en termes d'analyse de ce que vous avez fait au sein de l'établissement. Est-ce que les actions qui ont été conduites par vous, est-ce que finalement elles ont pu traduire totalement les choix que vous aviez envisagés, mais que vous avez questionnés à partir du travail collectif? Finalement, les actions que vous avez menées, est-ce qu'elles vous ont satisfait? Est-ce que vous envisagez pour l'avenir de former plutôt les professeurs principaux et de leur permettre de consacrer un temps plus long, plus important à certaines séances de travail, certaines séances d'heures de vie de classe? Voilà. Est-ce que la mise en œuvre du développement des compétences transversales chez les élèves, vous avez trouvé que c'était quelque chose de plutôt pertinent, satisfaisant ou pas?
toutes ces questions-là, dans le cadre de ce temps d'auto-évaluation, vous avez la possibilité de le questionner et d'y apporter évidemment votre lecture singulière. Et puis c'est aussi l'occasion, à mon sens, ça n'apparaît pas toujours, mais c'est quand même bien comme ça que c'est conçu, prévu. Est-ce que on mesure aussi à ce moment-là effectivement les choix effectués au sein de l'établissement en termes de politique menée pour réduire les écarts, pour réduire, est-ce que les questions autour de la grande pauvreté, elles ont vraiment été convoquées? Est-ce que les questions d'égalité filles-garçons, elles ont vraiment été mises en œuvre? Est-ce que l'ambition des élèves, les problématiques d'autocensure, etc. Voilà, toutes ces questions-là, c'est aussi, à mon sens, l'occasion de les remettre au cœur de la réflexion. Pour le psychologue de l'éducation, en tant que conseiller, envisageant l'amélioration. Rappelez-vous que cette démarche d'évaluation, elle a vraiment pour objectif de se dire, mais comment est-ce qu'on pourrait faire encore mieux? Et là, je pense que c'est vraiment dans un peu l'analyse des politiques qui sont mises en place en termes d'objectifs, en termes d'actions construites, en termes d'articulation, par exemple sur la question des parcours des élèves, et je prends le parcours à venir pour vous faire un petit clin d'œil. Est-ce que j'ai une articulation entre ce qu'on va faire à l'entrée au collège et ce qu'on va viser pour l'entrée au lycée? Est-ce que tout ça se décline de manière articulée, cohérente, construite? Est-ce que les premières briques, elles servent les secondes? Est-ce qu'on s'appuie totalement sur ces premières briques pour aller un petit peu plus loin? Voilà, je crois que là, il faut qu'on soit aussi relativement humble, objectif, et que totalement on fasse une analyse un peu objectivée de ce qu'on a fait, de ce qu'on a construit. C'est partagé, on l'a fait ensemble, on l'a porté ensemble. Il n'y en a pas un plus qu'un autre qui est responsable. On partage tout ça. On partage aussi la mise en perspective collective. Et je pense que c'est là que ça devient effectivement un travail porteur de sens et un travail ancré dans ce qu'on attend de nous dans un avenir assez proche finalement. C'est aussi l'occasion de réinterroger le collectif dans lequel vous vous inscrivez. Est-ce que vous travaillez avec le CPE, avec le professeur documentaliste, véritablement avec l'assistante sociale, je sais que parfois il n'y en a pas, avec l'infirmière, je sais que parfois il y en a encore moins, voilà, mais en tout cas de convoquer un petit peu toutes ces déclinaisons, toutes ces articulations qu'on peut avoir au sein de vos pratiques. Comment est-ce que vous travaillez avec les enseignants, mais quels enseignants? Et comment est-ce que, là encore, on pourrait donner davantage de sens à nos pratiques les uns les autres et envisager des stratégies encore plus efficaces, encore plus efficientes pour les élèves? Je crois que c'est vraiment ce temps-là qui est attendu dans le cadre de cette auto-évaluation et dans la mise en perspective. Et puis on voit bien là combien votre plus-value, la plus-value que je trace autour de vos compétences spécifiques, on voit complètement combien elle est convoquée pour lutter contre les stéréotypes. Mais on a beau travailler sur ces questions-là, mais on entend encore parfois des choses qui nous font frémir, voire bondir. Donc, vous avez encore toutes vos places et on attend effectivement toute votre place et on attend toute votre expertise dans l'amélioration de la prise en charge des élèves en termes d'inclusion, en termes d'évaluation, en termes, de comment sont traités les élèves, comment évalue-t-on les filles, les garçons, comment lutter contre les stéréotypes. Tout ça, malheureusement, en dépit du travail de qualité que vous faites déjà, est encore largement à mettre en question, à mettre en débat dans les établissements. Alors, les attentes institutionnelles, je pense qu'on va passer parce que je pense que tout ça, avec mon bavardage, je l'ai sûrement déjà un peu dit, mais finalement, le système, j'ai envie de dire que lui, il est très cohérent. Je reprends ses objectifs. Cohérence de la nation, ambition de cohésion sociale, d'égalité des chances, cohésion de donner sa chance à tous et de conduire tous nos élèves vers la pleine réussite, sachant que à réussite, je m'investe. Chaque élève, sa propre réussite, c'est aussi de ça qu'il est question. Cela suppose forcément de mettre en synergie un peu les textes, les réformes, forcément de vérifier que les établissements y sont effectivement engagés, mais j'ai envie de dire quelque part que le collectif autour du chef d'établissement l'assigne aussi à cette exigence de qualité et de respect à la conformité au règlement. Cela exige la valorisation du collectif. Ce qu'on attend, c'est que tout le monde soit autour de la table. À aucun moment, notre
système éducatif n'attend qu'on soit tout seul pour prendre des décisions. Jamais, jamais, jamais. Il convoque toujours le collectif. Quand vous êtes dans le traitement d'une situation individuelle, vous avez bien compris, je ne les ai pas évoqués là parce que ce n'était pas le sujet, mais même là, on attend que la proposition, elle soit construite avec l'élève, avec sa famille, avec éventuellement un certain nombre de prises en compte de la réalité scolaire autour de l'élève. Sinon, ça risque de ne pas avoir beaucoup de sens. Donc, vous voyez qu'on est toujours avec autour de nous ces intelligences collectives et toujours avec une question remise dans d'un partage, dans une analyse partagée, dans une réponse, elle aussi construite collégialement. Voilà, je pense que je l'ai déjà dit. Donc, les attentes institutionnelles, elles sont claires, tout est cadré, les textes régissent nos missions, ces textes-là nous obligent et ces textes-là donnent totalement le sens à notre action. Et à une action qui n'est pas individuelle, je le redis, mais bien construite dans un collectif. Ce qui nous permet finalement, avec la dernière diapo, si on ne devait, à partir de cette intervention, je suis désolée si j'ai été un peu longue, si nous ne devions retenir que quelques mots-clés, mais je pense que je les ai tellement dit que vous allez en rêver cette nuit, partage, confrontation des idées, intelligence collective, valorisation des compétences spécifiques, et chacune de ces compétences apporte une plus-value, mais sans cette plus-value, on va moins loin. Démarches collaboratives, et ce ne sont que ces démarches collaboratives qui sont effectivement porteuses de sens dans la visée, l'objectif de tendre vers la réussite pour tous nos élèves. Et forcément, si on est là-dessus, on tend tous ensemble vers l'intérêt général. Je vous remercie infiniment pour votre écoute studieuse, sage. Et voilà. Mais il y a une question. Ah, il y a une question. Oui, même moi, on dit que combien l'intervention est riche et donc du coup pour faire le lien avec ce livre, on voit effectivement que, en tout cas les psychologues du second degré d'éducation nationale et d'autres, travaillant avec des adolescents, sont complètement obligés de travailler de façon systémique, puisqu'on est obligé de prendre l'adolescent de façon globale. Je peux alors vous dire ce qu'est l'adolescent, vous êtes tous psychologues, vous pouvez très bien vous le pratiquer. On voit combien c'est extrêmement précieux et que quand on est dans des situations complexes, des situations de décrochage, des situations de harcèlement, des situations de travail projet assez complexes, tout ça, on voit combien on est obligé de travailler de façon systémique par rapport à ce jeune pour bien les besoins de travailler en équipe. Donc du coup, c'est véritablement en résonance ce que tu es en train de nous dire sur le collaboratif et sur le fait que le chef d'établissement se doit, et pour arriver à avancer, travailler en équipe de façon collaborative. Et que la psychologue ou le psychologue a toute sa place dans cette question et que lui est complètement outillé pour ces questions-là, puisque pour travailler avec les adolescents, il est obligé de faire cette façon-là. Donc là, il y a une question et je fais l'hypothèse que peut-être que l'un ou la professionnelle qui a posé cette question se dit peut-être que mon chef d'établissement, est-ce qu'il est au courant de la question, l'information des chiffres sur les missions, les objets professionnels, est-ce qu'ils ont l'information, ces chefs d'établissement, sur les missions, les objets professionnels du CEN, parce qu'on peut tout à fait imaginer la question de la représentation quand on accueille les collègues dans l'établissement et combien chacun a sa propre représentation de cette profession. Et voilà. Et donc, du coup, c'est la question. Et dans le cadre de la formation continue, ont-ils des informations? Est-ce que tu as... Oui, alors mais alors, là, on est rentré tout à fait à travers cette question dans le cœur de nos préoccupations actuelles et dans le cœur, j'ai envie de dire, des objectifs que se pose dorénavant le système éducatif. Alors, vous me connaissez, je suis vraiment désolée, mais en général, je suis très, très crue dans mes réponses. Pardonnez-moi, j'espère vraiment n'offenser personne. Je reste loyale à l'institution, mais en même temps, ce qu'on constate, c'est bien que ces textes nous convoquent, ces textes nous obligent, et en même temps, on peut en avoir une lecture un peu déconnectée, un peu détachée. Et puis, on a pris aussi des habitudes de terrain. Enfin, quand même, j'ai été à l'époque conseillère de l'orientation psychologue pendant des années, et je sais que très souvent, quand même, ce qu'on voyait, on est convoqué ou on se demande au chef d'établissement de nous rencontrer, de nous recevoir, il nous reçoit dans son bureau, il nous pose une commande, et ce qu'il attend, c'est qu'on reparte avec sa commande et qu'on revienne avec une copie un peu formatée. Ce n'est pas du tout ce qui est attendu. Ça, c'est le confort qui marche à très court terme.
Ça veut dire que très rapidement, et vous vous en êtes souvent rendu compte, parce que vous avez tous pris l'habitude de graviter autour de l'établissement, d'aller rencontrer en salle des professeurs quelques collègues, de rencontrer le CPE, le chef d'établissement adjoint, pour récupérer de la matière et finalement donner du corps à la première question qui vous était posée. Mais vous étiez dans le juste. C'est ce qui est attendu. Alors là, dorénavant, effectivement, dans la formation des chefs d'établissement, on intervient davantage sur cette collaboration d'abord, parce que je vous le dis, on est en ce moment en train de procéder à un certain nombre d'entretiens des chefs d'établissement sans leur jeter la pierre, parce que je pense que ce que je souhaitais aussi vous montrer, c'était la complexité finalement de leur action. Une posture un peu isolée à un moment donné, puisque vous êtes le représentant de l'État, vous faites loi dans l'établissement, vous avez une lourde responsabilité, mais en même temps, on vous oblige aussi en vous disant attention, vous n'êtes pas tout seul. Il faut trouver aussi une construction un peu dynamique, un peu pertinente de cette chose-là, en sachant que chaque fois que vous avez changé le personnel autour de vous, l'équilibre reste encore remis en question et qu'il faut donc le reconstruire. Donc tout ça n'est pas toujours confortable. Donc on les accompagne, on les aide aussi, mais on est peut-être un peu plus attentif maintenant au moment où ils sont en train de se positionner dans leur projection et qu'ils envisagent d'aller vers ces métiers. On est déjà quelque part en train de les questionner pour mesurer leur capacité à exploiter, convoquer, mettre en œuvre ce collectif autour d'eux. Donc la question est particulièrement centrale. Et actuellement, effectivement, la formation, mais peut-être même en amont de la formation, peut-être un peu éviter des personnalités qui considèrent qu'on est dans la toute-puissance et qu'on entre dans un établissement où il y a qu'un faucon, je veux. Ce n'est plus du tout à la mode. Est-ce que ça a répondu à la question de la personne qui l'avait posée? Est-ce qu'elle souhaite encore des compléments? Oui, poser encore des questions, parce que l'objectif, c'est vraiment d'être interactif. On n'est pas forcément l'une après l'autre, on est vraiment bien et on a des pensées. Est-ce que vous avez d'autres questions? Parce qu'on voit combien, vous avez montré combien, en fait, on le sait, déjà en étant sur le terrain, les collègues le savent, mais combien, en fait, le chef d'établissement, c'est extrêmement complexe. C'est complexe. C'est complexe, on sait combien ce sont des heures. Alors ça, nous aussi, on travaille énormément. On pourrait dire, c'est la question du parallèle entre le psychologue d'éducation nationale et le chef d'établissement. Le psychologue d'éducation nationale est obligé d'avoir une adaptabilité. Il passe de beaucoup d'établissements. Il a un agenda qui met, il y a plein de choses. Mais le chef d'établissement, on voit combien en termes de leadership, en termes de presque chef d'entreprise, au vu de tout le personnel qu'il a géré de façon différente, plus les enseignants, plus les élèves, plus les partenaires extérieurs. Et on voit combien, effectivement, au vu de ce que tu as pu nous dire, combien le psychologue d'éducation nationale peut être une ressource, peut être une écoute, peut être un levier, un renforcement, et peut être aussi le professionnel que vous êtes certainement déjà, ça c'est certain. Là vraiment, notre propos, vous avez bien compris, on est là pour introduire, pour amener à la réflexion, vous verrez après dans les temps d'analyse de pratique ou quoi que ce soit, mais le professionnel qui peut être au carrefour de la connaissance de ses adolescents, de la connaissance de la question de l'orientation et la possibilité aussi d'avoir un regard sur les partenaires extérieurs qui rentrent dans les établissements et qui peut accompagner ce chef d'établissement qui doit gérer un grand nombre de choses. Et je sais que très souvent, moi, quand j'ai les stagiaires en formation ou quand j'échange dans les groupes d'analyse de pratique d'autres collègues et qui peuvent dire mais ce chef d'établissement peut-être n'a pas entendu toute cette problématique de l'élève ou quoi que ce soit, mais si on voit par exemple un chef d'établissement gère un lycée, un énorme lycée, peut-être que lui s'attache à ce moment-là, mais pas connaître le détail par rapport à cet élève, c'est peut-être un autre professionnel et qui nous fait confiance, la question de confiance. Le chef d'établissement peut parler aussi de la notion de la confiance. Comment faire confiance, puisqu'on a entendu toute la responsabilité, ils ont autorité aussi, on leur demande, mais effectivement, ils n'ont pas le pouvoir d'obliger. Bon, en tout cas, ils ont tous cette difficulté et que déjà les téléphonies peuvent dire qu'à partir du moment où ils ont compris, ça correspond à ce qu'elle peut dire le ou la collègue en disant, mais est-ce qu'ils savent nos compétences, nos tâches, parce qu'à partir du moment très souvent où ils ont compris, eh bien, effectivement, la porte est ouverte et ils font confiance. Et on gère des situations de parcours en équipe à d'autres moments aucun public. Alors, je pense qu'on peut peut-être poursuivre la proposition de Karine à partir de ce qui est sur le chat avec cette question du dedans-dehors. Je lis la question pour ceux qui n'auraient pas le chat. La position dedans-dehors du PSYEN peut-elle être un frein ou un levier pour le PSYEN? Et
pour être tout à fait acceptée comme conseiller par le chef d'établissement. Vous avez vu un peu, pour moi, la formation, elle doit vous permettre aussi un petit peu de bousculer des évidences et de bousculer un peu les manières que vous avez de considérer les choses. Et c'est pour ça que j'ai essayé de voir de quelle façon je pouvais vous bousculer ce matin. Donc j'ai repris ce dedans dehors et j'ai essayé de vous le proposer avec un dedans, mais auquel on donne un sens, auquel on donne un sens que je vous invite à partager avec moi. Et je crois que là, ça m'aide à répondre à la proposition et ça complète ce que faisait observer Karine. Quand j'évoque ce dedans, c'est exactement ça. Ça signifie que la plus-value que vous portez, elle permet au chef d'établissement de sortir de cette vision finalement qui peut être étriquée, qui peut être absolument parcellaire, et qui fait qu'il considère son établissement, mais avec un peu, désormais, en ne voyant que lui. Or, son établissement fait société. Je le rappelle, établissement public, local, d'enseignement. Et tous ces vocables-là sont à prendre en compte. Et donc, vous qui êtes à la fois dans l'établissement, mais pas que, vous lui permettez justement de considérer ses apports, avec parfois des personnalités extérieures qui peuvent permettre de répondre à des problématiques, mais pas que, avec aussi ce que sont les élèves. Ils sont dans un environnement. Alors moi, j'ai des établissements qui sont dans des cités. Ces cités, forcément, elles ont un impact sur ce qui se passe dans l'établissement. Fermer l'établissement, pour y rentrer, parfois j'ai 3 grilles, 3 sas, mais les sas, ils ne règlent rien. Ce ne sont pas ces sas-là qui vont complètement occulter ce dehors de l'établissement. Et le psychologue de l'établissement, à mon sens, il permet totalement au chef d'établissement d'ancrer la réalité et ses problématiques dans ce dedans qui est juste à la porte de l'établissement. Donc, je suis entièrement d'accord avec la collègue. Je ne le considérerais pas comme un frein, je le considérerais plutôt comme une chance et comme justement une de vos marges de manœuvre et une des axes de travail de votre plus-value. En revanche, ça peut être un frein si ce n'est jamais convoqué. Voilà. Le dedans dehors pourrait être un frein. Justement, il n'est jamais convoqué. Je ne remets pas l'établissement dans ce dedans que je cherche de toutes mes forces à impliquer ce matin. Hein. Je ne sais pas si le mouvement que je vous propose vous semble clair et si vous êtes arrivé à le construire avec moi. Et si on continue cette question du dedans et du dehors, de la question de la confiance, la question de pouvoir travailler, de pouvoir échanger avec les uns et les autres pour les élèves et les familles, voilà, on est toujours dans cette question-là. On va avec cette question du dedans, puisqu'on entend bien la question de la temporalité. Quand on travaille avec nos jeunes et toutes ces situations, la temporalité est extrêmement importante. Il faut du temps pour être dans ce dedans. Et on voit bien les collègues qui passent d'établissement en établissement, combien en fait il leur faut du temps pour pouvoir appréhender cette question du dedans, pour faire du bien avec ce chef d'établissement, faire du bien avec les collègues et pouvoir effectivement permettre qu'on prenne leurs compétences, leur style, puisque chacun a son style, chacun a ses outils. On a tous notre code de déontologie, mais on a notre propre style, la manière de travailler. Et c'est en ça qu'on comprend que la question de ce dedans prend du temps. Et la question du dedans qui prend du temps, si on parle de temporalité, comme on voit que la scolarité, c'est une temporalité qui peut aller très vite, que je rajoute qu'elle peut être en décalage avec ces adolescents qui ont leur propre temporalité. Et comment nous, avec notre propre temporalité, où on a plein d'établissements, mais ce dedans est tout à fait envisageable, combien en termes de compétences, puisqu'on est dans la question là, quand on a réfléchi un petit peu à la formation de façon globale, c'est comment vous avoir une attitude réflexive, vous avez toujours, ça va de soi, mais en termes de vos ressources pour tenir concept. Et la question de être dedans, avoir la confiance de ce chef d'établissement, se comprendre, se rencontrer, l'un et l'autre, de façon symétrique et pas asymétrique, comme vous pouvez le faire, vous, dans vos entretiens avec vos élèves. Et effectivement, il faut du temps. Donc, cet agenda, comment on fait nos demi-journées, puisque là, vous allez pouvoir échanger par rapport à vos pratiques. On voit combien c'est intéressant, l'échange de chacun. Est-ce que chacun fait sa demi-journée, est allé dans la semaine? Enfin, comment, en fait, on laisse une trace, une marque, parce que c'est cette question-là. Combien de mois? Ça me percute très souvent quand j'entends une analyse de pratique des collègues pouvoir dire oh ben non, le psy n'est pas là, non, on n'en entend pas parler ou quoi que ce soit. Et je me dis très souvent, mais tiens, c'est que il est certainement là, il n'y a pas de raison, il est certainement en travail au vu de sa charge, mais comment il peut être lisible, comment il se rend lisible? La question de la lisibilité
et qui correspond tout à fait au fait qu'on est des psychologues dans une institution secondaire. Alors, Karine, ça me semble absolument percutant, la question que tu apportes au niveau de la temporalité. Et là, pour le coup, on est véritablement sur peut-être un maillon que, pour ma part, je pense encore un peu faible de notre système éducatif. Si un psychologue de l'éducation intervient sur trop d'établissements, la question de la temporalité, non seulement elle est convoquée, mais elle se trouve presque empêchée. Il faut, pour que ça fasse sens, on ne passe pas dans un établissement, j'ai envie de dire, comme un plombier qui vient réparer une fuite. Le plombier, il a juste besoin d'être sous le lavabo et de comprendre où se situe la fuite. Et le reste, il peut même totalement s'en détacher. Ce n'est pas du tout le cas pour vous. La question de la confiance qu'a posée tout à l'heure Karine, c'est pour ça que je trouve que ce qu'elle dit, voilà, ça permet vraiment de reposer des briques qui viennent donner du sens à l'ensemble. La question de la confiance, elle demande du temps, un peu comme le renard de Saint-Exupéry. Il faut du temps pour s'apprivoiser, pour se comprendre, pour trouver du sens commun et pour définir des axes de travail partagés. Ça ne se fait pas, ça ne se décrète pas. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Si on est dans trop d'établissements et que finalement c'est quelque chose d'un peu émaillé, là encore, est-ce que vous avez un confort suffisant pour arriver à donner du sens? Donc, je vous ai dit que mon objectif avec les collègues était de réinscrire vos missions dans l'actualité de notre système éducatif. Quel est-il? On est en train de faire semblant de se relever de 2 années de Covid. Je dis faire semblant parce que là, tout est en train de repartir en hausse, mais bon, on croit qu'on peut tout enlever, on enlève. Dans ce contexte-là, je travaille dans le district 2, dans le district 3 du 93 et dans le district 9 du 77. On se retrouve avec des élèves qui sont en train de vivre sur le plan personnel, individuel, intime, des difficultés de vie tragiques. J'ai pas d'autre mot, c'est atroce. La grande pauvreté, alors on était autour de 60% dans notre académie. Là, on est en train d'atteindre des records. Il y a des mamans qui font les poubelles pour nourrir leurs enfants parce que les parents ont perdu le travail. Que voilà, le contexte est celui-là. Dans ce contexte de très très grande pauvreté, qu'est-ce que j'observe en tant que IPR-EVS? Ben, j'observe une politique punitive en hausse pratiquement partout. Ça veut dire que la seule réponse qu'on arrive à donner à des gamins qui sont déjà en souffrance, qui sont déjà dans des conditions de vie atroces, ben c'est encore de la répression, c'est encore la punition. Ça, ce sont des préoccupations, moi, qui me voilà, pour le moment, pour moi, c'était vraiment la cible centrale de mon action en ce moment avec les équipes de vie scolaire. Mais ces questions-là, quand elles sont prises en compte au niveau systémique de l'établissement, elles convoquent forcément le psychologue de l'établissement. Elles le convoquent parce que le chef d'établissement, lui, il a besoin de vos lumières, il a besoin de vos compétences pour arriver justement à soulever, à impulser une dynamique qui va récupérer les compétences un peu de tout le monde, mais surtout qui va donner du sens à l'action commune. S'il n'y a que la vie scolaire qui est préoccupée par ces questions-là, on échoue. Si les enseignants, ça ne vient pas percuter à un moment leur pratique, on échoue. Si on est dans des dynamiques d'orientation sans prendre en compte ces réalités-là, on échoue aussi. Donc voilà. Et moi, il me semble que là, on a une actualité qui vient là, pour le coup, bousculer la temporalité de nos établissements parce qu'on voit qu'un certain nombre d'acteurs, je pense à vous, les psychologues de l'éducation, je pense aux infirmiers, qu'on n'a pas toujours, je pense aux assistants sociaux, il nous en manque. Et là, il manque des compétences pour accompagner efficacement le chef d'établissement et pour faire sens dans un moment où le sens, il est prégnant. Donc là, pour le coup, je pense que notre travail à nous, c'est d'alerter en haut lieu pour peut-être demander que voilà, on pense à mettre davantage de compétences, de ces compétences-là sur le terrain. Le terrain en a besoin. Et la temporalité des professionnels qui sont là pour le coup absolument indispensables, on voit bien comment elle est percutée par les difficultés ici, les difficultés là. Et nos psychologues de l'éducation, je ne sais pas comment vous faites, mais je pense que c'est compliqué. Et là, je suis vraiment sur les exigences que posait Karine, mais je les remets dans le contexte, dans notre actualité, et on voit comment là, cette actualité, elle vient un petit peu là mettre des murs. Et là où on aurait besoin justement de moyens supplémentaires et d'actions un peu beaucoup plus concertées, beaucoup plus en lien avec ce qui s'oppose à nous.
Du coup, on en était là, la question de la confiance et temporalité, et on pourrait rajouter de quel levier nous on va utiliser pour pouvoir connaître au mieux cet établissement scolaire, puisque là, le ou la collègue pouvait dire qu'elle venait d'arriver, effectivement, elle n'avait pas eu le temps de pouvoir visualiser un grand nombre de choses pour l'aider à être au travail avec les élèves et pour être au mieux dans le conseil, pour conseiller le chef d'établissement. Et moi, quand j'ai réfléchi un petit peu de comment on allait travailler ensemble et qu'est-ce que j'allais lire pour réactiver aussi ma réflexivité. Et donc, du coup, je vous invite, et puis je vous enverrai des articles. J'ai relu un petit peu les institutions de René Caes, donc un certain nombre d'entre vous les connaissent déjà, mais je trouve que c'est très parlant sur cette question du psychologue en institution, et l'article plus précisément de René Rossillon sur espace pratique dans l'institution, le débarras et l'interstice. Et sans parler forcément du débarras, je vous laisse regarder, vous connaissez déjà, mais la question de l'espace interstitiel, et c'est ce fameux espace où on est à la machine à café, où on est dans cet entre-deux, et comment cet espace interstitiel, vous le savez déjà, mais je sais que nous on le dit beaucoup pendant les temps de formation, parce qu'on se dit on n'a pas forcément le temps, mais cet espace est tellement précieux pour rencontrer les enseignants, même le chef d'établissement. Donc, par contre, on pourrait se dire, en travaillant là sur notre intervention, je me suis dit, tiens, quel est l'espace interstitiel du chef d'établissement? Parce que les enseignants, c'est la salle des professeurs, ça peut être la cantine, mais le chef d'établissement, tiens, donc ça serait intéressant de voir, vous, quel est, selon vous, l'espace interstitiel pour échanger d'une autre façon avec l'enseignant. Et donc, Rossillon pourra dire, à un moment, certains psychologues font de l'interstice l'un des lieux essentiels de leur pratique. Ils y rencontrent patients ou collègues, alors c'est Rossillon, c'est pas une question sociale, mais c'est le même psychologue, s'offrant comme écoute disponible à qui souhaite en profiter. Les pratiques interstitielles tranchent souvent, comme on le voit, au sein du paradoxe qui les constitue, et il y a à cela de puissants motifs. L'interstice se donne comme un temps d'extraterritorialité, où chacun est tenté de baisser sa vigilance professionnelle, de baisser sa garde, le caractère amical, convivial des activités qui s'y déroulent y invite. L'idée d'une pause, d'un relâchement, donne force à une illusion de pouvoir laisser de côté personnalité et distance professionnelle pour se montrer au naturel, dépouillé de tout statut professionnel. Dans l'interstice peut ainsi régner une impression d'échange mutuel, confraternel. Mais dans cette conjoncture transitionnelle, puisque c'est vraiment un espace qui peut être tout à fait transitionnel, les différences statutaires ne disparaissent jamais, et ça on garde toujours nous en tête en tant que psychologue, et ça peut vraiment être un outil de travail. C'est pas la question de la manipulation ou quoi que ce soit, on a notre déontologie, ça veut dire vraiment un autre espace différent de notre bureau, un moment où on est dedans, dehors aussi par rapport à la question de ce bureau, et c'est ce dedans, ce dehors, dans le dedans de l'établissement qui va nous permettre de mieux l'appréhender et de mieux le connaître. Elles sont plutôt mises de côté, situées à la périphérie de la relation, qu'elles étayent en silence. Et vraiment, ça, c'est ces espaces, que je trouve intéressants. Et à un moment, alors je sais combien vous avez énormément écouté Muriel, et moi je posais des questions, et vous ne pouviez pas, là j'ai des collègues ici qui disaient, on ne peut pas faire les deux à la fois, répondre des questions et écouter Muriel. Et donc, il y avait un autre espace qui n'est pas interstitiel, parce que là, il est structurel et officiel. Donc, je ne sais pas si vous utilisez les fameuses instances dont tu parlais. On connaît, nous, les instances du conseil de classe. Il y a tellement d'autres instances qui, à mon sens, mais je me trompe peut-être, qu'on n'utilise pas forcément, ou qu'on ne pense pas forcément utiliser. Alors, je ne sais pas, vous pourrez nous dire un petit peu dans le chat si vous les utilisez ou pas. Ce que je peux vous dire aussi, parce que le temps passe, puisque par rapport à cette intervention, alors j'avais évidemment pensé à la question du conseil, mais vous en savez pour beaucoup. Donc, vu que le temps passe, on a pris le parti. Je vous ai trouvé des articles que vous connaissez déjà, c'est-à-dire avec Alexandre Lotelier, avec tous les articles qui parlent de l'entretien counseling, voilà, plein de choses. Donc ça, je vous les enverrai. Ce qui me vient la suite à notre intervention, puisqu'on va conclure dans pas si longtemps que ça, c'est sur la question de notre place de psychologue de l'éducation nationale, mais dans l'institution. Et j'ai rencontré d'autres partenaires, d'autres psychologues extérieurs, même pour travailler sur des situations complexes
qui étaient en libéral et qui voilà, ne comprenaient pas forcément notre travail institutionnel. Et moi, je dirais que je vois combien il est extrêmement important que nous, psychologues, nous soyons dans l'institution, psychologues de l'éducation sociale, parce que ça nous permet de travailler les situations extrêmement complexes, puisque comme on disait, il y a besoin d'avoir une approche systémique de cette situation, et on est dans ce dedans pour accéder à ce système et pour comprendre les situations, les enjeux. Donc, je trouve que c'est intéressant. Et ce que je voulais vous partager là, pour finir, c'est un article qui vraiment parle de ces psychologues en institution. Donc, c'est des psychologues qui travaillent dans une autre institution, qui travaillent dans les foyers. Et je trouvais que la manière dont elles parlaient de leur travail dans les foyers était vraiment à mettre en parallèle, en regard, et assez proche du nôtre, et qui pouvait vous amener à réfléchir. Donc, je vais vous lire quelques passages. Et vraiment, l'objectif de notre intervention, c'était de commencer à démarrer ce travail réflexif que vous aurez la chance de se retrouver. Je trouve que c'est vraiment intéressant de pouvoir vous retrouver, que vous vous retrouviez en groupe pour vraiment avoir des temps d'analyse et de réflexion sur cette question, parce qu'il me semble que vous avez des binômes chef d'établissement, du CIO, chef d'établissement aussi. Donc, du coup, c'est intéressant. Donc, je vous lis donc ce psychologue en institution, une place à créer. En institution, le psychologue fait partie de l'équipe pluridisciplinaire, donc c'est comme nous, mais il occupe une place singulière, on pourrait dire pareil, qui relève parfois d'un exercice d'équilibriste périlleux. Entre mission fixée par le supérieur hiérarchique et place assignée selon les attentes de chacun, les membres de l'équipe éducative, tenir sa place de psychologue tout en adaptant son cadre de travail demande de la créativité, de l'éthique et surtout beaucoup de questionnements. Et on est vraiment dans cette question de tout ce qui est nécessaire pour la fameuse question de conseil. Et surtout beaucoup de questionnements pour ne pas perdre le sens et la spécificité des missions. Donc, je vous dis, ce sont des psychologues qui travaillent en foyer, qui ont une fiche de poste, comme nous. C'est toujours moi ce que je dis aux stagiaires en formation, c'est vraiment la question, mais quel est notre mandat professionnel? La question de qu'est-ce qu'on a à faire dans cette institution? Qu'est-ce qu'on sait faire? On peut savoir faire plein de choses, mais quel est notre mandat professionnel pour aller au mieux et pas se perdre? Donc, pour rapport à la fiche de poste, leur contenu de cette fiche de poste définit un tronc commun d'activité, et ce tronc commun d'activité peut varier selon les orientations de chaque établissement. Et je pourrais dire que par rapport à nous, on a un tronc commun d'activité, mais je le tire en termes de rencontres. Quand on rencontre un chef d'établissement, on sait combien parfois une psychologue dans un secteur peut avoir à faire d'autres choses dans un autre secteur, même si on a tous un tronc commun, mais on va s'adapter en fonction de la teneur de l'établissement et de la manière dont il peut être drivé par le chef d'établissement. Donc, comme une activité qui peut varier selon les orientations de chaque établissement et les propositions des directeurs ou du psychologue lui-même. Notre travail est, selon cette fiche repère, d'abord à l'adresse des jeunes, admission, entretien thérapeutique. Nous intervenons également auprès des équipes éducatives. Nous sommes chargés de liens avec certains partenaires extérieurs. Donc, je trouvais qu'il y avait vraiment un lien avec nous. Puis bien l'intervention auprès des familles. Nos domaines d'intervention sont donc nombreux et variés. Nous travaillons à plusieurs niveaux, à l'adresse des équipes éducatives, de l'équipe de direction de l'institution, des jeunes, de leurs familles, mais aussi des partenaires. Nous sommes cadres, mais sans mission d'encadrement d'équipe. Quelle représentation des psychologues? Le psychologue est chargé de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. Donc ça, c'est dans le code déontologique. Sa place évolue en fonction de ça s'en fout, sa place évolue en fonction de l'histoire de l'institution, et c'est vraiment cette question de l'histoire de l'institution. Et on voit combien il y a pu y avoir une évolution dans notre institution et nous, notre corps de psychologue, et combien aussi on peut être impacté par le contexte sociétal, la question du Covid, ou quoi que ce soit, donc combien on est toujours obligé, il est important qu'on s'adapte. De la raison, alors, sa place évolue en fonction de l'histoire de l'institution, de la raison institutionnelle, mais aussi des personnes qui la font vivre. C'est ainsi que le psychologue est convoqué à une place toujours différente et dynamique, une place imaginaire en fonction des projections de chacun. Je pense que c'est vraiment cette question de cette place dynamique, la question du dynamisme et qui peut évoluer, mais en même temps, même si on a un socle fort, et voilà. Et construire ses interventions. L'institution lui assigne des missions sur la base d'une fiche de poste à partir de laquelle il construit lui-même sa place, son style. C'est vraiment la question de la place et du style, de quel outil, quel type d'entretien, qu'est-ce que je vais utiliser comme levier pour travailler.
Le CIE va se forger à petits pas. Et la question du petit pas, on voit le lien avec la temporalité. Parfois, moi, j'ai des étudiants en master ou des contractels ou des sortants de concours disant, mais tout ça, mais en fait, c'est le temps. Le temps, c'est comme tout. Il est une conjugaison de soi, résulte de sa propre analyse et de ses expériences et de l'autre. Il va émerger peu à peu et modeler sa fonction, ce psychologue dans l'institution. Il va favoriser le décalage de la place imaginaire allouée au psychologue de façon à ce qu'il puisse interroger les pratiques et s'assurer que les objectifs institutionnels sont tenus dans le respect de chacun. Donc, c'est ce que tu pouvais dire tout à l'heure. Sous la hiérarchie du directeur d'établissement, le psychologue répond aux missions qui lui sont confiées, tout en veillant à ce qu'elles soient compatibles avec ses fonctions et ses compétences, entre parenthèses, code de déontologie. Son éthique se confronte à la représentation de son travail et évolue au cours du temps. Une éthique qui fixe des limites propres à sa fonction et c'est possible. Le code de déontologie et ses références théoriques tiennent lieu de feuille de route à laquelle sans cesse il se réfère. L'absence d'enjeux hiérarchiques avec les équipes lui assure une neutralité bienveillante, il questionne les pratiques et les enjeux institutionnels et trouve des ressources pour ne pas céder sur la question du sens des pratiques. On voit chez nous combien il y a la question de supervision, autosupervision, combien quand on est dans le dehors par rapport pour pouvoir travailler dans ce dedans et réfléchir sur les sessions, combien il est important d'échanger au sein des CIO, autant d'avoir des temps d'analyse de pratique pour pouvoir conseiller, aider ses équipes et le chef d'établissement. Donc on voit que la supervision est un outil indispensable pour venir tenir la bonne place. C'est la question de la place. Comment faire sa place et comment tenir cette bonne place. Il s'agit d'y faire surgir ce qui est repéré au-delà du savoir. Alors là, c'est Lacan, 1963. Si la supervision s'impose, c'est dire qu'elle n'est pas imposée. Le choix d'une supervision relève de la décision de chacun. Et ça, je passe un petit peu, vous le savez. Déjà, cette question entre, je vous dirais, la question du dedans et du dehors. Si on revient sur cette question entre le dedans et le dehors, pour ces psychologues dans cette institution, qui sont en lien avec nous, je trouve, faire partie de l'équipe, c'est tout d'abord se penser dans l'équipe. Et ça, c'est vraiment cette question, comment on se pense dans l'équipe. On a nos équipes au sein du CIO, et alors après, alors là, je pourrais parler de moi, hein. C'est vrai que moi, en fait, j'avais plus de facilité à être en équipe dans l'établissement que dans celle alors que je travaillais extrêmement bien et j'étais vraiment en lien, c'était un vrai plaisir et une vraie ressource d'être en CIO. Mais on voit que chacun nous peut être différent et comment on peut faire équipe, mais en équipe au sein de son CIO, qui est une ressource extrêmement forte, et comment on fait aussi équipe dans les établissements. Mais c'est vrai que si on ne s'imagine pas faire équipe, comment, enfin voilà, il y a cette question-là, et à partir de quand on arrive dans l'établissement ou pas dans la vie. La partie de l'équipe, c'est tout d'abord se penser dans l'équipe, là indispensable pour soutenir la diversité des discours. Le psychologue est dedans pour penser sa diversité et participer à la réflexion générale et dehors pour penser la dimension psychique et apporter un regard différent. Il est donc dans un positionnement dynamique. Et ça, c'est vraiment toujours cette question de positionnement dynamique dans un va-et-vient permanent entre le dedans et le dehors. Les réunions qui figurent une partie importante de notre travail, donc pour nous aussi, réunissent équipe éducative et psychologues dans le but d'échanger les informations et de se faire se rencontrer les discours de chacun. Discours éducatif et psychologique, social, santé, on en a plusieurs. Mais se limiter à associer ces discours aboutit à une perte de sens où la rencontre n'est guère possible. L'idée donc de les raccorder. Et la question du raccord, nous, ça nous parle, puisqu'on est vraiment toujours à la question du lien, comment faire le lien. Et quand on travaille quand on travaille avec ces adolescents en difficulté ou en décrochage, on a toujours la notion de recherche de ce lien et comment faire lien. Voilà. Donc, l'idée est donc de les raccorder, de les combiner dans un objectif commun. Ce travail en équipe peut prendre deux orientations. La première renvoie à l'interdisciplinarité. Les échanges sont nourris de l'expérience de chacun. Ils s'en trouvent enrichis. Cependant, les différences se juxtaposent et chacun reste dans son territoire étanche, où les discours de chacun ne peuvent se rencontrer. Le second est plutôt de l'ordre de la transdisciplinarité, et c'est là où je trouve que c'est intéressant. Chacun aborde l'objet du discours comme sujet de l'élaboration. Les divers discours des professionnels sont reliés, articulés et non juxtaposés. En fait, tout peut faire lien, et on voit combien dans l'orientation, cette question, quand il y a des partenaires ou quoi que ce soit, il y a tellement de choses à faire, on peut tout à faire lien, surtout qu'on n'a pas les mêmes formations, voilà, on peut avoir le même objectif commun, mais on peut se juxtaposer. Pour atteindre l'objectif qui est propre à l'institution, le bien-être du jeune, acteur de sa vie. Le psychologue s'attache à privilégier et développer une relation qui s'approche plutôt de la transdisciplinarité où les frontières ne sont plus.
Ce passage de l'inter à la transdisciplinarité nécessite que chacun puisse s'exposer et donc partager son vécu dans un climat de confiance. On revient toujours à cette question de confiance et comment on est en confiance. On peut s'entendre et combien nous, notre rôle, puisque moi j'ai parfois des collègues qui me disent mais en fait, moi, j'arrive dans l'établissement, je suis à l'écoute, mais qui m'écoute? C'est la question, qui m'écoute? Il avait cette notion de solitude. Si on refait le lien avec le chef d'établissement, qui peut peut-être, le psychologue, peut, je fais l'hypothèse, se sentir seul par moment, parce que du coup, qui l'écoute, on pourrait se dire, son équipe au sein du CIO, les autres, voilà, il y a la question, mais on pourrait se dire que c'est notre travail, dans le sens être à l'écoute, et quand il y a conflit, quand il y a contre, quand il y a un refus, autoritaire peut-être par moment d'un chef d'établissement, bien sûr, parce que là, le propos, c'est chef d'établissement, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire, qu'est-ce qui se passe, oui, pour en termes d'amener au conseil. La transdisciplinarité est aussi en jeu comme transfert où il n'est plus question de technique ou de limite, mais de mise en commun ou substitution d'une place à une autre, d'un récit à l'autre. Il s'agit là d'autre part du travail institutionnel en écho à la clinique. Donc voilà, je voulais vous partager ça dans cette question que nous sommes véritablement un psychologue dans une institution spécifique éducation nationale. Écoutez, je pense que c'est intéressant. Hein. Oui. Maintenant, on vous remercie de votre écoute, votre travail, vos temps d'échange entre vous. On voit bien combien on en a besoin. C'est ce qui fait que nous, c'est le professionnalisme de pouvoir se travailler avec les équipes. Je laisse la main à mes collègues. Bonjour à tous, donc Emmanuel Attal, chargée de mission accompagnement à l'orientation SAIO. Je suis chargée par Madame Boyer de l'excuser puisqu'elle ne peut pas être présente pour conclure ce premier temps d'échange. Donc, un grand merci à nos intervenants, Madame Colville et Madame Perracheta, qui, dans les interventions très riches, vont pouvoir, j'en suis sûre, nourrir les réflexions collectives et les retours d'expérience que vous allez pouvoir partager dans les 2 prochains temps de formation. Voilà, nous allons nous quitter donc sur un film, une petite capsule vidéo que nous avions tournée l'année dernière sur la mission de conseil, les différentes missions de conseil qu'on pouvait retrouver dans notre institution. Et c'était l'occasion de pointer, de voir les points communs qu'on pouvait retrouver à travers les différentes missions de conseil qu'on pouvait exercer dans notre institution. On aura le plaisir aussi de retrouver Madame Buvier, donc qui est partie en retraite et qui était intervenue lors de ce tournage. Les conseils s'exercent auprès de l'IADASEN, mais aussi auprès de toutes les personnes, on va dire, qui travaillent au sein de la DSDEN et qui sont en lien avec l'orientation et l'affectation des élèves. L'inspecteur d'académie, directeur académique et son adjoint en charge du dossier de la lutte contre le décrochage scolaire. Alors je conseille dans le cadre de la CARDI les équipes dans les établissements et les chefs d'établissement. Les conseils des IENIO s'appliquent aussi au personnel des CIO, donc les PSIEN, directrices et directeurs de CIO et les personnels administratifs. À un niveau plus territorial, je conseille les chefs d'établissement qui sont responsables de réseau focal et les chefs d'établissement quand ils en font la demande en appui au coordonnateur conseil de la MLDS. Dans mes fonctions, je suis amené à conseiller essentiellement monsieur le recteur, mais également des chefs d'établissement lorsque des situations délicates l'exigent, et puis d'autres partenaires au fil des relations et des contacts que nous pouvons avoir. Tous ces conseils qu'on va donner aux différentes personnes qui travaillent dans la sphère de l'éducation, il ne faut pas perdre de vue que finalement, le bénéficiaire de ces conseils, par ricochet, c'est l'élève. Je vais revenir sur le mot conseil. Je suis davantage là pour accompagner à la réflexion. Donc le conseil est co-construit avec les équipes. Donc je n'apporte pas de conseils. J'outille les collègues à réfléchir ensemble pour arriver à construire, à élaborer ensemble, en collectif, ces conseils. Et le terme de conseil, il est davantage une idée conceptuelle généralisée dès nos premiers échanges,
où j'interviens comme un trait d'union entre les équipes et le chef d'établissement ou même au sein même des collègues afin d'écouter, d'échanger, de mettre un projecteur sur les facteurs de réussite, sur les obstacles et ensuite ensemble de se dire quels sont les éléments qui vont nous amener à nous auto-conseiller ou à conseiller l'élaboration de pistes pour mieux avancer. Des conseils qui peuvent être des conseils stratégiques, qui vont porter sur comment agir, comment répondre, et puis des conseils plus politiques au sens noble du terme, qui vont porter sur comment faut-il agir, faut-il répondre. Puis enfin des conseils techniques qui vont porter notamment sur des points beaucoup plus juridiques. Des conseils qui sont du domaine technique, ça peut être effectivement la répartition du budget à l'échelle du département, la répartition entre les actions de la remédiation et les actions plutôt d'intervention, la répartition des ressources humaines, les coordonnateurs en fonction des problématiques des territoires. S'intègre dans une dynamique collective et dans une transparence aussi avec les collègues. C'est-à-dire que lorsqu'on intervient en tant que collaborateur CARDI pour du conseil, de l'accompagnement et du soutien et de l'impulsion, nous n'arrivons pas comme des messies en disant aux collègues « nous savons ». Nous sommes davantage là pour écouter, faire partager aussi notre expérience et notre expertise, puisque nous avons différents établissements en accompagnement, mettre en réseau et en rhizome les témoignages que nous avons eus dans les autres établissements pour ensuite co-construire un conseil ou un accompagnement approprié aux besoins, aux envies du terrain. Le conseil arrive un petit peu au fil de l'eau. Alors il y a plusieurs types de situations. Soit le conseil est demandé et sollicité, soit, et c'est le plus souvent le cas, c'est un conseil que j'apporte au recteur, notamment à l'issue d'un compte rendu de situation. On ne doit pas se contenter uniquement de rendre compte, mais il faut, de mon point de vue, également avoir une analyse et à l'issue de cette analyse, proposer plusieurs pistes, conseiller plusieurs pistes à monsieur le recteur pour l'aider dans sa prise de décision. Alors il y a des temporalités où le conseil est appelé, si je puis dire. Ça va être dans le cadre d'un rendez-vous, bien sûr, que je vais exercer ce conseil, et dans une temporalité qui est institutionnellement prévue. Les conseils, ils s'exercent aussi de façon moins institutionnelle, de façon moins prévue, si je puis dire. Par exemple, dans un appel téléphonique. Alors, je dirais que la première qualité d'un bon conseiller, ça serait d'inspirer la confiance. On ne peut suivre les conseils que d'une personne en qui on a confiance. La deuxième chose, il me semble que le conseiller doit être extrêmement empathique et avoir en tête que la responsabilité finale appartiendra à la personne qui l'a conseillé. Et puis enfin, il faut que le conseiller soit assez modeste et qu'il n'oublie pas que la personne qu'il conseille n'est pas obligée de suivre ses conseils, il ne doit pas s'en offusquer, parce qu'une fois de plus, c'est bien la personne qui est conseillée qui doit prendre sa décision. Une qualité première pour être un bon conseiller ou une bonne conseillère, c'est d'aller vers l'autre, de rencontrer l'autre, mais une vraie rencontre, c'est-à-dire écouter l'autre. L'adaptabilité. L'écoute également, on doit aussi prendre le pouls un petit peu du territoire, du terrain, avant de formuler les conseils qui seraient adéquats pour ce type de territoire. Et puis l'esprit de synthèse et d'innovation, parce qu'il faut toujours se renouveler. Ce sont des qualités humaines, des qualités professionnelles, puisque l'écoute, ça s'apprend, ça ne s'improvise pas. Et puis une empathie cognitive très importante, cette capacité à se mettre non pas à la place de l'autre, mais à favoriser le dialogue intellectuel. Donc des qualités, oui, d'analyse, d'accueil, d'écoute, de conceptualisation aussi. Parce que lorsqu'on reçoit toutes ces informations, dans des informations d'équipe pour changer par exemple quelques pratiques, ou bien aussi sur des ressentis, des malaises, parce que nous travaillons avec de l'humain, à un moment faire aussi une synthèse de tout ce qui a été dit, de manière objectivée, mais aussi avec notre propre subjectivité.
ne pas gommer, ne pas devenir des automates, ne pas gommer ce que nous sommes, les valeurs que nous portons, les valeurs de l'échange, de la bienveillance, de la rigueur intellectuelle, et de montrer aux collègues ce qui en est sorti de ces échanges-là. Donc une honnêteté intellectuelle.